Donne-moi l'argent de la vente du terrain, maman. Nous y avons droit. La voix de mon fils résonnait dans la maison où j'ai vécu plus de la moitié de ma vie, froide et plate comme un marteau frappant un cercueil. Avant que je puisse répondre, sa poussée m'a envoyé visage contre terre sur le plancher du porche. Un craquement sec est venu de ma poitrine. J'ai su instantanément que quelque chose en moi s'était brisé. Ma fille, debout derrière son frère, les bras croisés et les yeux comme de la glace, a dit « Tu as plus de 70 ans. De quoi as-tu même besoin d'argent ?» Je tremblais, mais je n'ai pas pleuré. Je les ai juste regardés droit dans les yeux. Les deux enfants qui, autrefois, me tenaient la main pour aller à l'école, agrippaient maintenant la cupidité. Ils ne savaient pas qu'une minuscule caméra sous l'orchidée, près de la fenêtre, enregistrait chaque seconde. Et sous mon lit, une boîte en métal cachait les papiers de la vente du terrain pour 200 000 € et un plan que personne ne connaissait. Ils pensaient qu'ils venaient de gagner, mais dans 20 minutes, celui qui serait forcé de quitter cette maison ne serait pas moi. Je m'appelle Hélène Girard, 71 ans, vivant seule dans une petite maison à la périphérie de Sauvigny-les-Bois, un village tranquille en Bourgogne. Je suis veuve depuis près de 9 ans. Chaque matin, je me lève à 5h30, je prépare une tasse de café noir sans sucre, je grille une tranche de pain avec du beurre, puis je me dirige vers le jardin pour nourrir mes poules. Le caquettement et l'odeur de l'herbe humide à l'aube sont le rythme constant de ma vie qui se répète, silencieux et fidèle. Cette maison n'est pas grande, mais elle est chaleureuse. Elle se trouve au bout d'un chemin de terre qui mène à l'ancien champ de ma famille, plus de 8 hectares qui faisaient autrefois la fierté de la famille de mon mari. Quand Henri, mon mari, était en vie, il disait « Un jour, nous verrons du blé doré sur toute cette terre, Hélène. » Mais il est parti trop tôt, emporté par une crise cardiaque soudaine. Il m'a laissé avec une vieille maison et un immense terrain qui se dégradait avec les années. Un coin du toit de l'étable s'était effondré. La clôture s'affaissait et se cassait, et l'herbe m'arrivait jusqu'aux genoux. Je n'avais pas d'argent pour réparer, et je ne voulais déranger personne. Après la mort d'Henri, Gérard et Léa ont déménagé en ville. Ils avaient des emplois et leur propre famille et revenaient rarement. Je ne les blâme pas, mais je n'oublie pas non plus. Pendant 8 ans, j'ai gagné ma vie. Je faisais le ménage dans des maisons, je vendais du coq au vin à la kermesse de l'église le week-end et je gardais les enfants des voisins pour un petit extra. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes enfants, en partie par fierté, en partie parce que je savais que dès que j'ouvrirais la bouche, ceux qui m'écouteraient ne seraient peut-être plus mes enfants, mais des gens qui calculeraient combien il faudrait pour m'aider. Je préférais lutter plutôt que de perdre le peu de liberté qu'il me restait. La vie était une routine, une toile tissée de solitude et de petites victoires silencieuses, comme réussir à réparer une gouttière qui fuyait ou récolter juste assez de légumes pour tenir l'hiver. J'avais appris à trouver de la compagnie dans le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les vieux chênes qui bordaient la propriété. Ces arbres, plantés par le grand-père d'Henri, étaient comme des gardiens silencieux, témoins de ma persévérance. Je leur parlais parfois, leur confiant mes peines et mes espoirs, des choses que je ne pouvais plus partager avec Henri. L'absence de mon mari était un vide palpable, surtout le soir, quand le silence de la maison devenait assourdissant. Je m'asseyais souvent dans son fauteuil en cuir usé, près de la cheminée, et je me remémorais nos conversations, sa chaleur, le sentiment de sécurité que sa présence m'apportait. Il me manquait terriblement, mais le chagrin s'était transformé en une force tranquille, une détermination à honorer sa mémoire en protégeant ce qu'il avait laissé derrière lui. Je savais que Gérard et Léa considéraient la terre comme un fardeau, une relique d'un passé agricole qu'ils avaient fui. Pour moi, c'était le sanctuaire de mes souvenirs, le cœur de ma vie avec Henri. Chaque arpent de terre portait l'empreinte de son travail acharné, de ses rêves de moisson dorée. Vendre ce terrain semblait être une trahison, non seulement envers lui, mais envers moi-même. Alors, je tenais bon, rapiéçant ma vie avec les petits revenus que je pouvais glaner, protégeant mon indépendance comme une lionne protège ses petits, même si mes enfants ne semblaient pas comprendre ou même s'en soucier. Leur monde était fait de chiffres, de promotions et de week-ends planifiés, un monde à des années-lumière de mon potager et de mes poules. Leur distance me faisait mal, mais elle avait aussi forgé en moi une résilience d'acier. J'étais devenue une experte de l'autosuffisance, une reine dans mon petit royaume de solitude choisie. Et pendant des années, cela m'avait suffi. Je m'étais convaincue que je n'avais besoin de rien d'autre. Jusqu'à ce matin d'avril. Tout a changé un matin d'avril. Un homme d'âge moyen, en costume gris et cravate rouge, s'est arrêté à mon portail. Il s'est présenté comme Marc Dubois, représentant une entreprise de construction qui bâtissait un nouveau quartier résidentiel haut de gamme. « Madame Girard, dit-il, la voix douce mais ferme, nous aimerions acheter tout votre terrain pour développer notre nouveau projet immobilier. L'emplacement est idéal. Nous sommes prêts à payer 200 000 € en espèces. » Je suis restée figée. 200 000 €.
Je n'avais jamais entendu ce chiffre associé à mon nom. Il a ajouté, l'entreprise s'occupera de toute la paperasse et des taxes si vous acceptez de signer dans un délai d'1 mois. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise près de la fenêtre, fixant l'étendue sombre du champ où l'ombre d'Henri tombait le soir. Le vent courait dans les saules, et je me suis demandé, m'en voudrait-il si je vendais son rêve? J'ai lutté pendant des semaines. Puis une nuit, j'ai rêvé d'Henri. Il souriait, les yeux aussi bienveillants que jamais. Tu as porté cette terre et moi assez longtemps. Il est temps de vivre pour toi maintenant. Je me suis réveillée en larmes. Le lendemain, j'ai signé. 3 semaines plus tard, 200 000 € sont arrivés sur mon compte. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Léa, ni à Gérard, pas même à Isabelle, ma voisine âgée qui avait partagé tant d'années de solitude avec moi. J'avais le sentiment que le silence était mon armure. J'ai pris une petite partie pour réparer la maison. Une nouvelle toiture en métal, une peinture fraîche, une installation électrique mise à jour. Tous les documents, les contrats et les quelques bijoux que ma mère m'avait laissés sont allés dans une boîte en métal argenté cachée sous mon lit. Personne ne le savait. Personne n'avait besoin de le savoir. Chaque après-midi, je m'asseyais encore sur le porche avec une tasse de thé chaud, regardant la lumière du soleil se déverser sur la pelouse. De l'extérieur, je ressemblais à n'importe quelle vieille femme tranquille. À l'intérieur, un nouveau feu prenait. J'avais un plan, quelque chose qui rendrait Henri fier et aiderait d'autres à trouver la lumière que ma sœur Claire n'avait jamais eue. J'allais créer le Fonds Espoir Claire, un programme pour aider les femmes à faible revenu à payer leur traitement contre le cancer. Claire est morte il y a 10 ans de cette maladie, après avoir tout vendu pour couvrir les factures d'hôpital. J'ai juré que je ne laisserais personne d'autre traverser cela. Les 2 premières semaines après la vente, tout est resté calme. Je me levais toujours tôt, je buvais toujours mon café, je m'asseyais toujours sur le porche. Seulement maintenant, quand je fermais les yeux, l'avenir semblait plus lumineux. Mais ma paix était fragile, comme un étang immobile qu'une seule pierre pouvait briser. Mon plan pour le fonds était méticuleux, presque obsessionnel. J'avais passé des nuits entières à faire des recherches sur les associations caritatives, à comprendre les méandres administratifs, à esquisser des statuts. Le nom « Fonds Espoir Claire » était gravé dans mon esprit, un hommage à sa force et à son sacrifice. Je voulais que ce ne soit pas juste une aide financière, mais un véritable soutien, un message disant à ces femmes qu'elles n'étaient pas seules. L'idée de transformer cet argent, issu de la terre d'Henri, en une source de vie pour d'autres, me semblait être la plus belle façon d'honorer à la fois mon mari et ma sœur. Henri avait toujours été un homme généreux, prêt à aider un voisin en difficulté sans jamais rien attendre en retour. Il aurait approuvé, j'en étais certaine. Cette conviction était mon bouclier contre les doutes qui m'assaillaient parfois dans le silence de la nuit. La solitude qui m'avait longtemps accompagnée se peuplait désormais de visages imaginaires, ceux des femmes que j'allais aider. Leurs histoires, leurs combats, devenaient une part de ma propre quête. L'argent, qui avait toujours été une source de préoccupation, de calculs serrés, devenait un instrument de pouvoir, mais un pouvoir bienveillant. Je me sentais investie d'une mission, et cette mission me donnait une force que je ne me connaissais pas. La vieille Hélène, celle qui se contentait de survivre, disparaissait peu à peu pour laisser place à une femme avec un but, une vision. C'était une renaissance silencieuse, une transformation intérieure que personne ne pouvait deviner en me voyant simplement nourrir mes poules ou m'asseoir sur mon porche. Et c'est précisément ce secret qui me protégeait. Je savais que si Gérard ou Léa apprenaient l'existence de cette somme, ils ne verraient pas l'espoir, les vies sauvées, l'hommage à Claire. Ils ne verraient que des chiffres, une opportunité. Leur vision du monde, si différente de la mienne, était devenue une menace potentielle. Je devais donc avancer prudemment, construire mon projet dans l'ombre, jusqu'à ce qu'il soit trop solide pour être détruit. Un après-midi, Léa est arrivée en voiture. Son SUV blanc brillant s'est arrêté au portail. Elle est sortie avec le sourire que je connaissais depuis qu'elle était petite. Celui qui apparaît quand elle veut quelque chose. « Bonjour, maman », dit-elle, douce comme du sucre d'orge. « Comment vas-tu » Je parlais à Madame Martin. « On dirait que tu as vendu le terrain. » Ma main a tremblé autour de mon verre. La bouche bavarde de Madame Martin avait donc abattu le mur de silence que j'avais construit tout le mois. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai vendu. Léa a penché la tête, son sourire s'élargissant. C'est merveilleux. Tu as dû en tirer une jolie somme, non? Combien, maman? Si direct que c'en était impoli. Je n'ai pas répondu. Assez pour réparer la maison, ai-je esquivé. Mais ses yeux sondaient comme si elle pouvait voir à travers moi. Je demande juste pour veiller sur toi, a-t-elle poursuivi. À ton âge, détenir beaucoup d'argent liquide est risqué. Tu devrais me laisser le gérer.
Christophe et moi avons une entreprise. Si tu pouvais nous prêter 20 000 ou 30 000 euros, nous te rembourserions dès que les choses se calmeraient. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Des boucles parfaites, une robe de créateur, une montre étincelante. Non, Léa. J'ai des projets pour cet argent. Je ne le prête pas, son sourire s'est éteint. Quel projet à 71 ans, maman? Acheter un manoir? Faire le tour du monde? Le mépris dans son ton m'a serré la poitrine. J'ai posé mon verre et j'ai dit lentement, j'ai le droit de faire ce que je veux avec l'argent que j'ai gagné. Je n'ai pas besoin que tu me dises comment le dépenser. L'air s'est glacé. Léa s'est levée d'un bond, le visage rouge. Tu es égoïste. Cet argent vient de la terre de papa. C'est aussi notre héritage. Je l'ai juste regardé, un triste sourire se dessinant sur mes lèvres. L'héritage? Où étiez-vous quand je balayais les feuilles seule, que je réparais le toit, que je payais les impôts? Quand je cuisinais pour d'autres pour survivre, est-ce que l'un de vous deux m'a demandé si j'allais bien? Léa est restée silencieuse, s'est détournée, les lèvres serrées. Je savais que ce n'était pas fini. Le sentiment de trahison était si aigu qu'il me coupait le souffle. Ce n'était pas seulement la demande d'argent, c'était la facilité avec laquelle elle avait balayé mes années de lutte, mon indépendance durement gagnée. Pour elle, j'étais redevenue une simple ressource, une vieille femme assise sur un trésor qui, selon elle, lui revenait de droit. Le mot « héritage » résonnait amèrement. L'héritage, ce n'était pas seulement la terre, c'était les valeurs qu'Henri et moi avions essayé de leur inculquer. Le travail, le respect, l'entraide. Des valeurs qu'il semblait avoir oubliées, remplacées par un matérialisme froid. Sa visite n'était pas une marque d'affection, mais une mission de reconnaissance. Elle était venue évaluer la situation, sonder mes défenses, et maintenant qu'elle avait rencontré une résistance, elle allait sans doute se regrouper avec son frère pour planifier la prochaine offensive. La douleur que je ressentais était profonde, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la fracture béante qui venait de s'ouvrir entre nous. Le lien maternel, que je croyais indestructible, semblait soudain fragile, érodé par la cupidité. En la regardant partir, son SUV soulevant un nuage de poussière sur le chemin de terre, j'ai senti une nouvelle détermination se durcir en moi. Ce n'était plus seulement une question de protéger le rêve de Claire ou l'héritage d'Henri. C'était devenu une question de protéger ma propre dignité. Je ne serais pas leur tirelire. Je ne serais pas une victime silencieuse. Le silence que j'avais choisi comme armure devait maintenant être renforcé par une volonté de fer. La bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assise sur le porche, mais le coucher de soleil n'avait rien de paisible. Un oiseau s'est perché sur la balustrade et a gazouillé doucement. De loin, j'ai entendu le moteur que je connaissais trop bien, la vieille camionnette de Gérard. La porte s'est ouverte violemment. Une haleine de bière m'a frappée. « Alors, tu as vendu le terrain sans rien dire à personne ?» a-t-il bredouillé. Léa dit que tu caches de l'argent. Tu vas nous le cacher à nous aussi? J'ai gardé ma voix égale. Je ne cache rien. Je n'ai simplement pas envie d'expliquer ma vie à qui que ce soit. Il a reniflé, les yeux rouges. Ce terrain était à papa. Il est mort, donc nous avons notre part. Ne nous oblige pas à faire ça autrement, maman. Léa se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, ne l'arrêtant ni ne m'aidant. Je savais que ce n'était pas que des paroles en l'air. Je me suis levée lentement. Que veux-tu? De l'argent, a lâché Gérard. Au moins 100 000. Pourquoi tu en gardes autant? Tu ne vivras pas si longtemps. Cette phrase m'a transpercée. Je ne reconnaissais pas mon fils, le garçon qui me tenait la main sur le chemin de l'école, qui s'asseyait sur mes genoux la veille de Noël pour écouter des histoires, se tenait maintenant là, exigeant de l'argent comme un étranger. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos heurte la balustrade du porche. « Sors de ma maison », ai-je dit doucement, « avant que j'appelle la police. » « Et c'est donc » a-t-il crié en me poussant. La poussée m'a fait tomber. Mon genou a raclé le sol. Mon souffle s'est coupé alors qu'un craquement sec venait de ma poitrine. Le monde a tournoyé. Léa a crié, mais ne m'a pas aidée. Elle a juste reculé, paniquée. Gérard s'est tu. Choqué. Je me suis forcée à me relever, une main sur ma poitrine, les lèvres serrées. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste jeté un coup d'œil au pot d'orchidée sur le rebord de la fenêtre, la minuscule caméra enregistrant chaque seconde. Et sous le lit, la boîte en métal était toujours en sécurité, attendant le moment où elle compterait. Ils pensaient que j'étais une vieille femme faible et effrayée, mais ils allaient bientôt apprendre que je me préparais à ce jour depuis longtemps. Le choc de la chute résonnait encore dans mes os, mais une clarté glaciale s'était installée dans mon esprit. La douleur physique était vive,
mais la douleur émotionnelle de la trahison était un abîme. Voir mes 2 enfants, unis non par l'amour filial mais par une cupidité commune, était une révélation brutale. Léa, pétrifiée et inutile dans l'embrasure de la porte, était tout aussi coupable que Gérard et sa violence physique. Son silence était une approbation, sa passivité une complicité. En cet instant, j'ai compris que la mère qu'ils avaient connue, celle qui pardonnait tout, qui absorbait les peines et les déceptions en silence, était morte sur ce porche. À sa place se tenait une femme qui avait enfin compris que l'amour ne devait pas être un sacrifice unilatéral. L'amour devait être mérité, et ils avaient dilapidé le leur. La petite caméra, installée quelques jours plus tôt sur une intuition, une prémonition sombre, était maintenant ma seule alliée. Elle avait capturé non seulement la violence de Gérard, mais aussi l'indifférence cruelle de Léa. C'était une preuve, un témoignage silencieux qui parlait plus fort que tous les cris et toutes les larmes. Tandis qu'ils me regardaient, leur visage un mélange de choc et de calcul, je savais qu'ils ne voyaient qu'une vieille femme blessée. Ils ne voyaient pas la résolution qui se forgeait en moi, la stratégie qui prenait forme. Mon plan pour le fonds Espoir Clair n'était plus seulement un hommage, c'était devenu un acte de défi. Cet argent n'irait pas nourrir leur avidité. Il irait guérir, soutenir, donner de l'espoir. Il deviendrait l'antithèse de leur comportement. Ils avaient choisi la destruction, je choisirais la construction. Je me suis relevé, non seulement physiquement, mais symboliquement, de la poussière où ils m'avaient jeté. Et dans mon silence, j'ai scellé un pacte avec moi-même. Je me battrais, non pas avec la colère, mais avec l'intelligence et la loi. Ils avaient sous-estimé leur mère. Ce serait leur plus grande erreur. Le lendemain matin, la poitrine encore douloureuse, Léa a appelé. Sa voix coulait au téléphone comme du miel fondant dans un thé chaud. « Maman, j'ai dit des choses que je ne pensais pas hier soir. Ne sois pas fâchée, d'accord ? Je m'inquiète juste pour toi. Que dirais-tu d'un déjeuner aujourd'hui pour faire la paix ? C'est moi qui invite. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. Sa façon de dire « faire la paix » sonnait comme on dit « renouveler un contrat ». J'ai accepté quand même, en partie pour voir ce qu'elle manigançait, en partie parce qu'un lieu public serait plus sûr. J'ai choisi le Relais Doré, le vieux bistrot familial sur l'avenue. Toujours animé, les odeurs de tarte aux pommes, de café et le cliquetis des couverts se mélangeant en une bande-son réconfortante. J'ai choisi une table près de la fenêtre où la lumière rendait tout visible. À midi pile, Léa est entrée. Des boucles blondes parfaites, une robe ajustée, un parfum cher remplissant le coin de la pièce. Ce qui m'a arrêté, c'est qu'il accompagnait Christophe, son mari. Maman, j'espère que ça ne te dérange pas que Christophe se joigne à nous. Il veut juste m'aider à discuter. J'ai esquissé un sourire. Pour une affaire de famille, ça commence à faire du monde. Christophe a tiré une chaise, arborant le sourire amical d'un vendeur qui sait que son client est sur le point de mordre à l'hameçon. « Bonjour, maman, dit-il, la voix suave. Rassurante. J'ai entendu par Léa que vous avez reçu une somme considérable de la vente de la ferme. Tout d'abord, félicitations. Mais nous pensons qu'il est préférable de discuter de l'allocation des actifs familiaux pour que tout le monde soit tranquille. » J'ai pris une gorgée d'eau et je l'ai regardé dans les yeux. Mes actifs sont à moi de les allouer. Cela n'a rien à voir avec un gendre. Christophe a gardé son ton léger. Je parle seulement d'un point de vue de bienveillance. Il y a beaucoup de mauvais acteurs dehors, et vous vivez seul. Détenir beaucoup d'argent liquide est honnêtement dangereux. Il le faisait paraître attentionné, mais chaque mot glissait sur la table comme une lame bien aiguisée. Dangereux pour qui ? Ai-je demandé. Pour vous, bien sûr. Il a posé une main sur la table, la voix baissant comme pour une confidence. Si vous glissez ou si quelque chose d'inattendu arrive, cet argent ne restera pas intact. Si vous nous laissez le gérer, nous l'investirons, le ferons fructifier pour toute la famille, et vous aurez toujours quelqu'un qui veille sur vous. Je connaissais son genre. Il avait vendu des assurances avant, disant « je vous aime », tout en vous guidant pour signer sur la dernière ligne. Je me suis penchée en arrière, calme. Je n'ai besoin de personne pour veiller sur moi. Je suis en bonne santé et assez lucide pour décider par moi-même. Si vous vous souciez vraiment de moi, alors laissez l'argent en dehors de ça. Léa est intervenue, un peu affolée. J'essaie seulement de t'aider, maman. À ton âge, la sécurité est plus importante que d'amasser de l'argent comme un secret. Toute la famille peut en bénéficier. Qu'y a-t-il de mal à ça ? J'ai regardé ma fille, ayant l'impression de parler à une étrangère. Léa, je n'ai pas vendu ce terrain pour que quelqu'un en bénéficie. Je l'ai vendu parce qu'il a déjà pris ma jeunesse. Maintenant, il devrait aider quelqu'un d'autre à mieux vivre. Christophe a souri légèrement,
mais une étincelle froide a brillé dans ses yeux. C'est très noble, maman. Mais vous devriez savoir. Les personnes âgées qui gardent beaucoup d'argent en vivant seules ont tendance à avoir des problèmes, comme être ciblées ou mal comprises par des gens qu'elles connaissent. Des frissons m'ont parcouru. Me menaces-tu, Christophe? Il a secoué la tête, toujours souriant. Non, maman. Je ne fais que constater des faits. Pendant un long moment, nous n'avons entendu que le bruit d'une cuillère tapant contre une tasse de café. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans ma poitrine, là où la poussée d'hier faisait encore mal. J'ai posé ma serviette, nette et claire. Si c'est un déjeuner de paix, il est terminé. Je n'ai rien d'autre à discuter. Léa a appelé derrière moi, la voix brisée. Maman, ne pars pas. On ne fait que discuter. Je me suis levée, j'ai mis mon sac sur mon épaule. Christophe est resté assis, jouant avec sa tasse. En passant devant lui, je l'ai entendu murmurer, sans avoir besoin de le regarder pour savoir qu'il souriait, nous trouverons un autre moyen. Je me suis arrêtée une demi-seconde, puis je suis sortie. Le soleil de midi brillait sur le trottoir, mais à l'intérieur, je me sentais glacée. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit directement chez Isabelle, à quelques rues de là. Elle a ouvert la porte, et avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit, j'ai fondu en larmes. Elle m'a fait entrer, m'a assise sur le canapé et m'a préparé une tasse de tisane à la menthe bien chaude. Je lui ai tout raconté, la poussée de la veille, le déjeuner de paix d'aujourd'hui, et la dernière phrase de Christophe. Quand j'ai eu fini, Isabelle a soutenu mon regard un moment, puis a dit doucement, « Hélène, ces enfants ne connaissent plus les limites. Tu dois conserver des preuves, chaque mot, chaque SMS, n'importe quoi. Et si quelque chose comme ça se reproduit, appelle la police. » J'ai hoché la tête. Pour la première fois, je savais que j'avais besoin d'une alliée. Isabelle est restée silencieuse un instant, puis a posé une main sur mon épaule. « Mais laisse-moi te demander quelque chose, Hélène. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Je te connais. Tu n'es pas du genre à le laisser dormir dans une banque. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je ne l'avais dit à personne, mais peut-être était-il temps. J'ai parlé bas, la voix tremblante, mais ferme. Je vais créer un fonds, le fonds Espoir Claire. Isabelle a levé les yeux. Claire, ta sœur. J'ai hoché la tête, les larmes coulant avant que je puisse les arrêter. Elle est partie il y a 10 ans, tu te souviens? Cancer du sein. Elle a vendu sa maison, sa voiture, tout. Et ce n'était toujours pas assez. Je lui ai promis que si j'en avais un jour les moyens, j'aiderais d'autres femmes à ne pas mourir parce qu'elles sont pauvres. Isabelle m'a serré la main, les yeux rouges. Oh, Hélène, c'est extraordinaire. Et ces enfants, ils ne savent rien de tout ça. Je n'ai pas osé leur dire, ai-je dit. S'ils le savaient, ils riraient. Pour eux, tout n'est qu'un montant en euros. J'ai baissé les yeux sur mes mains, les veines saillantes, rugueuses après des années à balayer, à frotter, à compter les pièces. Ils ne savent pas que chaque euro représente des heures de travail. Des nuits blanches et toutes les fois où je me suis dit que ça passerait. Pour eux, je ne suis qu'une tirelire dans un manteau matelassé. Isabelle m'a prise dans ses bras comme une grande sœur. Tu as bien fait. Tu ne dois aucune excuse pour garder ce que tu as gagné. Je me suis appuyée sur son épaule et j'ai expiré. Je crois qu'il est temps d'avancer. Fini d'esquiver. Je vais rester silencieuse, mais je serai prête à riposter s'ils font un pas de plus. J'ai la caméra, un avocat et une amie. Isabelle a souri. Et du courage. J'ai souri faiblement. Dehors, une légère pluie a commencé. Les gouttes glissaient sur la fenêtre, captant la lueur chaude de sa lampe. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais en sécurité. Cette nuit-là, après qu'Isabelle se soit endormie, je suis restée éveillée. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai tout écrit, les dates, les mots, même leurs expressions. Mon écriture tremblait en écrivant. Si le jour venait où je ne pourrais plus parler, ces pages parleraient pour moi. J'ai glissé le carnet dans mon sac et j'ai regardé l'horloge. 2h14. La douleur le long de mes côtes ne s'était pas estompée, mais mon cœur était stable. À partir de ce moment, le jeu avait changé. Fini d'être la mère qui endure pour la paix et la tranquillité. Je suis la gardienne de ma propre vie et d'une promesse que je dois encore à ma sœur Claire. J'ai souri dans le noir et je me suis dit, s'ils veulent une guerre, je leur montrerai comment une vieille femme se bat. Je suis rentrée chez moi tôt le lendemain matin. L'air frais suivait la pluie de la nuit, et le chemin de terre brillait encore de flaques. Je me suis arrêtée au portail, j'ai coupé le moteur et j'ai senti mon pouce accélérer. Peut-être était-ce une intuition. Peut-être était-ce la douleur dans ma poitrine.
Mais quelque chose n'allait pas. Le portail en bois était entr'ouvert, alors que je savais l'avoir fermé à clé la nuit dernière. J'ai mis le pied dans la boue et je les ai vus. Des empreintes de pas profondément marquées dans le sentier, plus grandes, plus lourdes et plus récentes que les miennes. Je me suis arrêtée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me calmer. C'est peut-être juste le livreur de journaux, me suis-je dit, alors même qu'un froid glacial me parcourait l'échine. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Le pot d'orchidée près de la fenêtre était renversé. De la terre était éparpillée sur le sol. Les tiroirs du salon étaient ouverts. Des objets jetés pêle-mêle comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. L'écharpe en tricot que ma mère m'avait faite était jetée sur une chaise. Et la photo d'Henri au mur était de travers. Je suis allée dans la chambre. La boîte en métal sous le lit, contenant les papiers de la vente et le plan du fonds Espoir Clair, était toujours là, mais elle avait été déplacée. Quelqu'un l'avait touchée. Je me suis affalée sur le matelas, les mains tremblantes. Ils avaient l'ancienne clé de secours. Il y a des années, quand Gérard habitait à proximité, je lui avais donné un double en cas d'urgence. Je n'aurais jamais imaginé que l'urgence serait le jour où il viendrait voler sa propre mère. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le serrurier. Madame Girard, je peux venir demain matin vers 10 heures. Je travaille dans le Nord aujourd'hui. J'ai hoché la tête, la voix mal assurée. Oui, demain matin. Remplacez toutes les serrures, à l'intérieur comme à l'extérieur. N'en manquez pas une seule. J'ai raccroché, j'ai verrouillé la porte d'entrée à double tour, j'ai tiré les rideaux et j'ai coincé une chaise sous la poignée de la chambre. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai ouvert un tiroir, j'ai pris un petit couteau d'office et je l'ai glissé sous mon oreiller. Pour la première fois de ma vie, à 71 ans, je devais dormir dans ma propre maison, effrayée par les enfants que j'avais mis au monde. J'ai à peine dormi. Le vent sifflait dans l'encadrement de la porte et le plancher grinçait à chaque fois que je me tournais. Chaque son ressemblait à des pas. Je suis restée là, à fixer le plafond, hantée. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit faible sur le porche. Peut-être un chat, peut-être pas. Mon cœur battait si fort que j'ai pressé une main sur ma poitrine pour le calmer. Je me suis dit, demain, officialise les choses. Obtiens des preuves. Protège-toi. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, je redressais les plantes tombées quand une moto s'est arrêtée devant. C'était Alain, le cousin de mon défunt mari. Il est mécanicien en ville, calme et fiable, et je sais qu'il se soucie de moi. Il a enlevé son casque et a baissé la voix. Hélène, j'ai entendu. Gérard va trop loin. Je me suis immobilisée. Que veux-tu dire? Alain a regardé autour de lui, puis a parlé encore plus bas. Hier soir, au bar du village, je l'ai vu avec 2 types tatoués que je ne connaissais pas. Je n'ai entendu qu'un bout de conversation, mais j'ai entendu ton nom. L'un d'eux a dit, si elle ne veut pas signer, menace de la mettre en maison de retraite. Dit qu'elle n'a plus toute sa tête. Gérard a répondu, faites-le. Ma mère est faible maintenant. La glace s'est répandue en moi. Tu es sûr? Il a hoché la tête. Ils ont aussi parlé d'une procuration financière. S'ils obtenaient ta signature, ils pourraient tout transférer facilement. Ils parlaient de trouver un médecin complaisant pour signer une attestation de déclin cognitif. J'ai dû m'agripper à la table pour rester debout. Voler l'argent ne suffisait pas. Maintenant, ils voulaient me voler mon droit de vivre, me rendre légalement incapable pour que leur crime paraisse légitime. Alain m'a saisi l'épaule. Tu dois agir, Hélène. Ne les laisse pas prendre les devants. J'ai hoché la tête, les mains toujours tremblantes. Merci, Alain. Je sais ce que je dois faire. Cet après-midi-là, je suis allée directement chez Maître Dubois, l'avocat qui s'était occupé de la vente du terrain. Maître Dubois est un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, avec des lunettes fines, et il parle d'une manière calme qui vous met en confiance. Pendant que je lui racontais tout, il prenait tranquillement des notes. J'ai les papiers de la vente du terrain et les contrats, ai-je dit en posant le dossier sur son bureau. Il les a examinés et a hoché la tête. Vos documents sont en béton, Hélène. Il n'y a aucune faille juridique pour qu'il puisse contester la propriété. Mais il a levé les yeux, le regard ferme. Je vous crois. Et je connais ses tactiques. S'ils essaient de vous déclarer incapable, ils peuvent fabriquer des dossiers, même soudoyer un médecin pour qu'il signe. Alors un tuteur contrôlerait vos biens. En d'autres termes, vous perdez votre mot à dire. Ma gorge s'est asséchée. Que dois-je faire pour empêcher ça? Nous allons les devancer, a dit Maître Dubois, sa voix comme un clou bien planté. Vous allez subir une évaluation indépendante de vos capacités avec une notarisation. Ensuite,
Je vous aiderai à rédiger un nouveau testament, ainsi que des procurations médicales et financières, le tout selon vos instructions. Une fois que ce sera fait, quiconque essaiera de passer outre se heurtera de plein fouet à la loi. Je suis restée assise, absorbant ces paroles comme si on me remettait un bouclier. À quelle vitesse pouvons-nous faire cela, maître Dubois? En 3 jours, si vous coopérez pleinement, alors nous commençons aujourd'hui. Il a souri. Je me doutais que vous n'étiez pas du genre à abandonner. Dans l'après-midi, je me suis rendue à la clinique de psychologie indépendante que maître Dubois m'avait recommandée. Le médecin était une femme d'âge mûr qui parlait doucement et me demandait tout, mon nom, les dates, les événements récents et quelques calculs simples. J'ai répondu clairement, partageant même quelques souvenirs amusants qui l'ont fait rire. Quand nous avons eu terminé, elle a signé l'évaluation et a écrit « La patiente est lucide, pleinement orientée, avec une capacité juridique et fonctionnelle complète. » En tenant ce papier, j'ai senti un poids se lever. Ce soir-là, maître Dubois a appelé « Vous devriez également préparer une procuration financière qui stipule que seule une personne de votre choix peut signer en votre nom, et seulement si vous êtes inconsciente, non pas mentalement diminuée. Nous la notariserons demain matin. » J'ai accepté immédiatement. Toute cette nuit-là, je me suis assise à la table et j'ai dressé une liste des personnes en qui j'avais confiance. Isabelle d'abord, puis maître Dubois. J'ai également rédigé un nouveau testament, laissant la majeure partie au fonds de charité et une petite partie à mes petits-enfants, ceux qui sont encore innocents, pas encore aveuglés par l'argent. Le lendemain matin, je suis retournée au bureau de maître Dubois. Nous avons signé et notarisé tout, l'évaluation des capacités, la procuration médicale, la procuration financière et le testament. En signant la dernière ligne, j'ai soudain eu l'impression d'avoir construit une forteresse autour de moi, non pas avec des briques, mais avec la loi. Maître Dubois a empilé les papiers proprement et m'a regardé. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais rappelez-vous, s'il continue de vous harceler, appelez le 17 immédiatement. N'endurez pas ça seul. Je demanderai une ordonnance restrictive si nécessaire. J'ai hoché la tête et je lui ai serré la main. Merci, maître Dubois. Je n'ai plus peur. Au moins maintenant, je sais que je ne suis pas seule. Quand je suis sortie du bureau, la lumière du soleil printanier m'a frappé le visage. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais calme. Derrière moi, dans mon sac en cuir marron, se trouvaient de petites feuilles de papier, plus fortes que n'importe quelle menace. Si Gérard et Léa voulaient une guerre, j'étais prête, non pas avec des larmes, mais avec la raison et la loi. Je savais que la tempête n'était pas terminée, mais cette fois, j'avais une lumière dans ma main. Cet après-midi-là, le ciel a pris une teinte gris lourd. Le vent transportait l'humidité de la pluie de la nuit dernière, faisant se balancer le vieux pommier dans le jardin de devant, ses feuilles se frottant les unes aux autres avec un son froid. Je venais de me préparer un thé et j'allais lire le journal quand un moteur familier m'a fait sursauter. La camionnette noire de Gérard. Elle s'est arrêtée au portail, les pneus crissant sur le gravier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. L'instinct m'a dit de rester loin de la fenêtre. J'ai soulevé le rideau. À côté de Gérard, une berline grise était garée de l'autre côté de la rue, et à l'intérieur se trouvaient 2 hommes étranges en veste sombre et lunettes de soleil, les visages sans expression. J'ai retenu mon souffle. Quelque chose n'allait pas. Gérard est sorti, a regardé autour de lui, puis a tapoté sur la vitre de la berline. L'un des hommes est sorti et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Quelques secondes plus tard, je l'ai vu sortir de sa poche un outil en métal qui ressemblait à des crochets de serrurier. Mon corps entier s'est engourdi. Je me suis accroupie et déplacée derrière le pommier près du porche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Isabelle. « Isabelle, c'est moi. » J'ai parlé vite, la voix tremblante. « Gérard, il est là. 2 hommes étranges avec lui. Ils rôdent autour de ma maison. » Silence un instant. Puis Isabelle a parlé fermement. « Hélène, compose le 17 tout de suite. Ne leur parle pas. Ne sors pas. Reste dans la maison. Verrouille les portes et dis-leur que c'est une tentative d'effraction. » Mes mains tremblaient si fort que j'ai appuyé sur le mauvais numéro plusieurs fois avant de réussir. Pendant que j'attendais le répartiteur, j'ai entendu Gérard crier depuis le jardin. « Maman, sors. On doit parler. » Sa voix semblait sèche, comme celle d'un homme à bout de patience. Je suis restée derrière le rideau et j'ai essayé de garder mon calme. Les poils de ma nuque se sont dressés. Le répartiteur a demandé mon adresse et la situation. J'ai répondu rapidement et clairement, c'est Hélène Girard, 71 ans. Mon fils et 2 inconnus essaient d'entrer chez moi sans ma permission. Le répartiteur m'a rassuré, des agents sont en route. Restez à l'intérieur, les portes verrouillées. Ne les affrontez pas,
dehors, j'ai entendu Gérard dire quelque chose aux deux hommes. L'un d'eux a ricané, sa voix rauque portée par le vent. Des vieilles serrures comme ça. 5 minutes et c'est ouvert. J'ai retenu mon souffle, agrippant le téléphone. J'ai activé l'enregistreur vocal et je l'ai placé près de la fenêtre. Chaque son, leur voix, leur rire, leur pas broyant le gravier, était capturé clairement. Quelques minutes plus tard, le SUV blanc de Léa est apparu au bout de la rue. Elle est sortie avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Des ondulations parfaites de cheveux blonds, un maquillage complet, mais sa voix était pleine d'urgence. « Dépêchez-vous. Maman n'écoute pas, entrez simplement. » J'ai vu Gérard lui jeter un coup d'œil, puis faire signe aux deux hommes d'avancer. Tous les trois se sont dirigés vers la porte d'entrée. J'ai reculé derrière le mur, le cœur sur le point d'éclater. La sueur coulait sur mes tempes. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'aurais jamais pensé me cacher derrière un mur dans ma propre maison, fuyant le fils que j'avais porté et élevé avec tout ce que j'avais. L'un des hommes a essayé la poignée de la porte. J'ai entendu du métal gratter à l'intérieur de la serrure. Puis un juron à voix basse, serré. Elle a dû la changer. Alors cassez-la, a dit doucement Gérard, la voix froide. Je me suis retournée et j'ai couru vers la cuisine. Une seule pensée en tête, s'ils entrent, je m'enfuirai par la porte de derrière. J'ai attrapé le couteau d'office, ma paume glissante de sueur. Et puis la sirène a retenti au loin. Le son a fendu l'air comme une lumière dans l'obscurité. Je me suis précipitée à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. La berline grise a démarré en trombe et a filé, projetant du gravier. Les deux inconnus ont disparu en quelques secondes. Gérard a juré et a donné un coup de pied dans le portail. Léa a reculé, l'air affolé. Moins d'une demi-minute plus tard, 2 voitures de patrouille se sont arrêtées, les gyrophares rouges et bleus balayant le jardin. Un jeune policier est sorti et a parlé sèchement. « Que se passe-t-il ici ?» Gérard a levé les mains, feignant le calme. « Rien, officier. Je suis juste venu voir ma mère. » Elle a mal compris. Léa est intervenue, la voix tremblante, mais clairement répétée. « C'est exact. Ma mère est juste un peu stressée. Nous ne voulions aucun mal. » J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Le soleil baissait, sa lumière orange filtrant à travers les feuilles du pommier et attrapant la boue sur leurs chaussures. J'ai serré la poignée de la porte et j'ai dit, la voix rauque mais ferme, « Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas venus me rendre visite. Ils sont venus me forcer à signer des papiers financiers. J'ai un enregistrement, une caméra et un témoin. » Un autre officier prenait des notes et a demandé, « Pouvez-vous nous donner les détails, Madame Girard ?» J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai tout raconté, de l'embauche d'hommes pour forcer ma serrure au projet de me déclarer incompétente. J'ai nommé Alain, qui les avait entendus comploter au bar, et Maître Dubois, qui détenait mon évaluation de capacité. Gérard a plissé les yeux, son visage passant d'une fausse décontraction à une expression rigide. « De quoi parles-tu, maman ? J'essaie de t'aider. » M'aider en engageant des gens pour casser ma serrure ? Ai-je répondu, la voix calme mais tremblante. L'officier a regardé Gérard, puis de nouveau moi. « Avez-vous des preuves ?» J'ai ouvert mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement que je venais de faire. La voix de Gérard est sortie, claire comme du cristal, des vieilles serrures comme ça. 5 minutes et c'est ouvert. Personne n'a dit un mot. Seul le vent bougeait, transportant l'odeur humide de la terre. Le jeune officier a hoché la tête. C'est suffisant pour que nous fassions un rapport et ouvrions une enquête. Veuillez rester à l'intérieur. Nous nous en occupons. J'ai acquiescé. Mais au moment où je me retournais, Gérard a crié, « Tu déchires cette famille pour un tas de maudit argent. » La rage débordait de ses yeux. Avant que je puisse réagir, il s'est jeté sur moi. L'officier le plus proche a tendu le bras, mais Gérard l'a bousculé. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je n'ai vu que le visage de mon fils tordu de colère avant qu'une forte poussée ne frappe mon épaule. Je suis tombée en arrière sur le gravier. Quelque chose dans ma poitrine a craqué, une douleur fulgurante partant de mes côtes jusqu'à ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. Léa a hurlé et l'officier a immédiatement maîtrisé Gérard. Le ciel tournait au-dessus de moi. La sirène a de nouveau retenti, cette fois pour une ambulance. Je suis restée là, agrippant ma poitrine, la bouche ouverte sans qu'aucun air n'entre. Les odeurs de terre, de sueur et de rouille se mélangeaient dans l'air. À travers le brouillard, j'ai vu un policier se pencher sur moi, sa voix s'estompant. « Elle est consciente, faites vite. Une fracture de côte pourrait atteindre le poumon. » Les lumières rouges et bleues clignotaient dans ma vision, se mêlant aux sanglots de Léa.
Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Lumière blanche, le bip régulier du moniteur cardiaque. Une jeune infirmière a souri gentiment. Madame Girard, vous êtes en sécurité maintenant. Vous avez 2 fractures au côte gauche, mais ce n'est pas mortel. La police a arrêté l'homme qui vous a attaqué. Il semblerait que ce soit votre fils. J'ai fermé les yeux, et les larmes ont coulé. Que ce soit de douleur ou d'une perte sans nom, je ne saurais le dire. Il y a une sorte de blessure qui n'est pas dans l'os, mais dans le cœur, là où vivait autrefois l'image de votre petit garçon, courant à travers un champ doré et vous appelant « maman » d'une voix claire et joyeuse. Tout ce qui restait maintenant, c'était le hurlement froid des sirènes et une poussée qui avait brisé ce qu'il y a de plus sacré entre une mère et son enfant. Je me suis tournée vers la fenêtre où la dernière lumière du jour glissait sur la vitre et tombait sur mes mains tremblantes. J'ai murmuré pour moi-même. Ils pensent qu'ils peuvent me pousser au pied du mur, mais ils oublient qu'une fois que j'y suis, je n'ai plus peur. Je suis restée immobile sur le lit d'hôpital, le moniteur cardiaque battant un rythme régulier, ponctué par les pas des infirmières dans le couloir. La lumière fluorescente pâle donnait, à tout dans la pièce, un aspect figé. Chaque respiration ressemblait à un petit couteau dans ma poitrine, aigu, mais suffisant pour me rappeler que j'étais toujours en vie. Le docteur Lemoine, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, est entré en tenant ma radio. Il a reniflé, l'a posée sur la table et a montré une ombre faible. Madame Girard, vous avez 2 fractures au côte gauche. Pas besoin de chirurgie, mais vous devez vous reposer pendant 6 à 8 semaines. Évitez les efforts et les grands éclats de rire, et prenez les analgésiques comme prescrit. Je vais ajouter un anti-inflammatoire. Si vous vous sentez essoufflé ou si vous développez de la fièvre, appelez-nous immédiatement. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de sourire en remerciement. Le sourire a provoqué une douleur brûlante. Il m'a donné quelques rappels supplémentaires et m'a laissé avec l'odeur piquante de désinfectant et un vide qui se propageait dans ma poitrine. Peu de temps après, 2 policiers sont entrés. L'un était l'officier plus âgé de la veille, celui qui avait menotté Gérard. Il a enlevé son képi et a parlé d'une voix égale. « Madame Girard, nous devons confirmer quelques points pour compléter le dossier. Voulez-vous porter plainte contre votre fils ?» La question a rendu la pièce aussi solide que de la pierre. J'ai baissé les yeux sur mes mains fines, les mêmes mains qui avaient autrefois essuyé son visage, raccommodé ses chemises, tenu la sienne pour traverser la rue. Porteur plainte contre son enfant. Personne n'est né prêt pour ça. Je suis restée silencieuse un long moment. Le moniteur bipait, comme pour m'encourager. J'ai revu le visage de Gérard, son haleine de bière, ses yeux rouges, criant « Donne-moi l'argent ou sinon ». Puis la poussée, puis le craquement. J'ai relevé la tête, ma voix rauque. Oui, je vais porter plainte. Les 2 officiers ont hoché la tête. Pas de pitié, pas de jugement. Ils ont juste écrit, puis m'ont fait signer. Quand ils sont partis et que la porte s'est refermée doucement, j'ai eu l'impression d'avoir fermé le livre d'une vie de mère conciliante. Cet après-midi-là, Léa est venue. Pas de fleurs, juste un petit sac à main et les yeux gonflés. À la minute où elle m'a vue, elle a pleuré, la voix entrecoupée, « Maman, Gérard ne le voulait pas. Il était ivre. Il a juste perdu le contrôle un instant. » Je me suis tournée vers la fenêtre, vers le ciel maussade. Une seule feuille a dérivé sur le rebord, et je me suis entendue répondre doucement mais clairement, « Les côtes ne se cassent pas toutes seules, Léa. » Elle s'est figée. Les sanglots se sont transformés en hoquets brisés. « Maman, je sais qu'il a eu tort. Mais s'il te plaît, ne le laisse pas aller en prison. Il a une femme et des enfants. Il a perdu son travail si ça arrive. » J'ai regardé ma fille, celle que je croyais autrefois apporterait de la douceur à ma vieillesse. « Tu parles comme si j'étais la cruelle. Dis-moi qui a engagé 2 hommes pour me faire peur. Qui s'est tenu dans mon jardin à crier et à frapper à la porte jusqu'à ce que j'aie peur dans ma propre maison. » Léa a baissé la tête. Pas de réponse. Des larmes ont frappé le carrelage blanc et froid et ont disparu. « Il est vraiment désolé, maman. Il a dit qu'il voulait seulement te faire peur pour que tu partages l'argent. » J'ai fermé les yeux. En plus de la douleur sourde dans mes côtes gauches, quelque chose s'est fissuré en moi. La partie de l'amour d'une mère qui s'est brisée avec l'os. La nuit est tombée et Isabelle est passée. Elle a apporté une soupe de poulet et un petit sachet de lavande pour m'aider à dormir. Dès qu'elle m'a vue, elle a posé le plateau et a essuyé ses yeux. « Oh, Hélène, pourquoi ta vie doit-elle être si dure ?» J'ai esquissé un faible sourire. La douleur physique est tolérable, Isabelle. C'est la douleur du cœur qui est difficile à guérir. Elle s'est assise à côté de moi, m'a aidé à prendre mes médicaments, puis m'a caressé les cheveux comme une vraie sœur. Tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, le pardon est un couteau à double tranchant.
Si tu continues à les couvrir, ils reviendront et te tueront par d'autres moyens, plus lents, mais certains. J'ai hoché la tête, les larmes montant, non pas de regret, mais parce que je savais qu'elle avait raison. J'avais pardonné si souvent qu'ils avaient confondu la gentillesse avec un paillasson. Le lendemain matin, la police est revenue avec une mise à jour. Madame Girard, nous avons arrêté les 2 hommes tatoués de ce jour-là. Tous 2 ont des casiers pour fraude et agression. Lors de l'interrogatoire, l'un a dit que Gérard les avait engagés pour vous intimider pour de l'argent. Je n'ai ressenti qu'un engourdissement, pas de colère, pas de larmes, juste un vide en moi. Quand celui qui vous trahit partage votre sang. Nous aurons besoin de votre signature pour poursuivre les accusations, a dit l'officier. J'ai signé. Ma main tremblait, mais les lettres étaient claires. J'ai également remis la vidéo de la mini-caméra et l'enregistrement audio de la tentative d'effraction. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie plus légère, bien que la douleur dans ma poitrine palpitait encore. Cette nuit-là, vers minuit, le téléphone a sonné. Je savais qui c'était. Dès que j'ai vu le numéro. Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas l'envoyer en prison. La voix de Léa était brisée par la panique. Il est en garde à vue, ont-ils dit. Ça pourrait être des années. S'il te plaît. Il n'est pas une mauvaise personne, juste soupe au lait. Si tu lui pardonnes, ils réduiront la peine. Je suis restée silencieuse. Après un moment, j'ai demandé doucement, « Et mes droits, Léa? Et ma vie? Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi ?» Seul un long soupir est venu de l'autre bout du fil. Puis une phrase qui m'a fait tomber dans un gouffre. « On a juste tellement besoin de cet argent, maman. » J'ai fermé les yeux. Pas de réponse. Puis j'ai raccroché. La pièce a sombré dans le silence. Dehors, un fin croissant de lune pendait, pâle comme une cicatrice dans le ciel. Je suis restée là et j'ai écouté mon embattement de cœur. Chaque coup et chaque question non dite. Comment une mère peut-elle pardonner quand son enfant brise à la fois ses os et sa foi? 2 jours plus tard, Maître Dubois est venu me voir. Il a apporté un dossier et a parlé brièvement et clairement. Comme toujours. Nous avons demandé une ordonnance restrictive. La police a accepté de surveiller votre rue. Aucun d'eux ne peut s'approcher à moins de 100 mètres de vous. L'affaire a été soumise au tribunal. Gérard devra comparaître dans 10 jours. J'ai hoché la tête, ma voix faible mais stable. Merci, Maître Dubois. Je veux juste la paix. Je ne le déteste pas. Je veux juste être en sécurité. Il a esquissé un sourire triste. Vous êtes plus forte que la plupart des gens que je rencontre. Parfois, c'est la seule chose qui permet à la justice de faire son travail. Avant de partir, il m'a tendu une petite note. S'il vous contacte à nouveau, ne répondez pas, enregistrez-le, sauvegardez-le et envoyez-le-moi. Je suis sortie de l'hôpital 2 jours plus tard. Isabelle est venue me chercher dans sa vieille voiture, l'air rempli de menthe poivrée et de lavande. Par la fenêtre, j'ai regardé ma maison devenir petite derrière nous, autrefois un nid, maintenant seulement des souvenirs brisés. Quand nous avons tourné dans sa rue, elle m'a jeté un coup d'œil et a dit doucement « Reste avec moi jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. Ici, tu as du thé, des bougies et une amie. » J'ai souri. Et la paix. Elle m'a serré la main. Oui, la paix. La seule chose que l'argent ou les enfants ne peuvent pas acheter. Ce soir-là, je me suis assise dans le jardin d'Isabelle, regardant le coucher de soleil teinter les arbres de rose. Les grillons et le vent formaient un cœur léger et facile. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de peur. J'ai posé une main sur mes côtes, encore en train de se ressouder. À l'intérieur, je me suis dit, la douleur passera, mais la leçon restera. Et au fond de mon cœur, je savais que le pardon n'est pas l'oubli. C'est choisir de ne pas laisser une blessure devenir des chaînes. Mais avant de pardonner, je dois me protéger. Parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. L'air de fin de printemps dans le jardin d'Isabelle commençait à sentir la lavande et la terre humide de pluie. J'étais assise sur la chaise en osier du porche, une fine couverture sur mes épaules, de la vapeur s'échappant d'une tasse de tisane à la menthe. 6 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où ma vie s'était brisée. Et ce n'est que maintenant que les côtes commençaient à cesser de me lancer. La blessure dans mon cœur, je n'étais pas sûre qu'elle guérirait un jour. Ce matin-là, je pensais enfin avoir une journée tranquille. Isabelle étendait des serviettes dans le jardin, quand une voiture étrange s'est arrêtée au portail. Une berline argentée à la peinture écaillée tournait au ralenti au soleil. Un homme est sorti, les épaules voûtées, les mains tremblantes en fermant la portière. Christophe. Je l'ai reconnu instantanément. Le vieux manteau gris, le visage délavé, les yeux cernés et sans sommeil. Isabelle m'a regardée, interrogative.
J'ai légèrement hoché la tête. Je vais lui parler. Il s'est approché, chaque pas lourd. Debout devant moi, sa voix est devenue rauque alors qu'il essayait de la garder stable. Madame Girard, je suis venu m'excuser. Je n'ai rien dit et j'ai soutenu son regard. La lumière du soleil frappait ses cheveux, révélant quelques fils d'argent. Pendant un instant, il n'avait rien de l'arrogance qu'il portait au bistrot quand il parlait d'allouer les actifs familiaux. Vous avez tout à fait le droit de me détester, a-t-il dit, les yeux fixés au sol. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Pas seulement celle de Gérard ou de Léa. C'est moi qui les ai poussés. J'ai tiré les ficelles. Je pensais que si nous vous faisions peur, vous céderiez. Mais les choses ont dérapé. Mon rythme cardiaque a ralenti. Christophe a dégluti et a continué, la voix presque tremblante. Je dois 120 000 €. Jeu d'argent, mauvaise affaire, tout y est. Il y a des mois, ils ont commencé à me les réclamer, ont menacé de venir à la maison. J'ai paniqué. Je l'ai dit à Léa, puis Gérard l'a découvert. Il pensait que s'il vous poussait à partager, tout irait bien. Je sais que j'avais tort, et quand j'ai voulu arrêter, il était trop tard. La brise a soulevé le fin rideau. J'ai regardé l'homme qui s'était appelé le pourvoyeur de la famille, baissant maintenant la tête comme un enfant réprimandé. Je l'ai dit à la police, a-t-il poursuivi. Et je témoignerai au tribunal. Je ne veux plus que vous vous inquiétiez. Vous pouvez vous reposer. Je dirai que j'étais derrière tout ça, que j'ai engagé ces deux types. Je veux juste réparer mes torts. La seule façon qui reste. Je me suis agrippée au bras de la chaise. Une petite pointe de douleur a traversé mon côté. Je n'étais pas vraiment surprise. Au fond de moi, j'avais senti que quelqu'un se tenait derrière Gérard, et maintenant il le disait lui-même. J'ai pris une longue inspiration et j'ai parlé lentement. Vous vous excusez, mais les excuses ne ressoudent pas les os. Elles n'effacent pas la nuit où j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller. J'ai entendu des pas d'étrangers autour de ma maison. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était de l'humiliation. Il a baissé la tête, les épaules tremblantes. Je comprends. Vous n'avez pas à me pardonner. Je demande seulement, s'il vous plaît, laissez les enfants vous rendre visite. Les petits-enfants, ils sont innocents. Vous leur manquez. Je suis restée silencieuse. Deux petits visages sont apparus dans mon esprit. Lucie, 8 ans, qui m'envoie des dessins, et Caleb, 5 ans, qui courait autrefois en cercle dans le jardin et m'appelait « Mamie Hélène » dans un éclat de rire. Ils n'avaient rien à voir avec les péchés de leurs parents. Après un long moment, j'ai dit « Vous avez raison. Les enfants sont innocents. Si vous voulez les amener, je suis d'accord. Mais écoutez-moi bien. Cette porte est toujours ouverte aux petits-enfants et fermée aux adultes qui ont causé cela. Quiconque a mal agi en subit les conséquences. » Christophe a levé les yeux, humide. « Merci, vraiment. » Je n'ai pas répondu. Je me suis tournée vers la lavande qui se balançait dans le jardin. Le soleil de l'après-midi tombait sur le violet doux, doux et triste, comme le regard de ma sœur Claire. Après le départ de Christophe, je suis restée assise longtemps. Isabelle est venue de la cuisine et a posé une tasse de thé devant moi. « Il t'a tout dit ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Il a raison. J'ai entendu la peur dans sa voix. Mais ça ne change rien. Isabelle s'est assise à côté de moi. Non, ça ne change pas le passé. Mais ça pourrait changer la façon dont tu fermes ce chapitre. J'ai esquissé un sourire fatigué. Tu veux dire le pardon? Oui, a hoché la tête Isabelle. Mais c'est un pardon avec des limites. Pardonner ne signifie pas ouvrir la porte en grand pour que quelqu'un puisse te blesser à nouveau. Cela signifie simplement que tu les laisses se tenir dehors, voir les conséquences de ce qu'ils ont fait, et s'ils se repentent vraiment, ils trouveront leur chemin pour arranger les choses. J'ai regardé mon ami, la lumière du soleil scintillant dans ses yeux. Je savais qu'Isabelle avait raison. Mais à l'intérieur de moi, tout était enchevêtré. Colère, pitié et désir. Claire, ma sœur, qui est morte d'un cancer, me manquait. C'est à cause de Claire que j'ai élaboré le plan pour le Fonds Espoir Claire. Pour que les femmes pauvres n'aient pas à mourir parce qu'elles ne pouvaient pas se payer le traitement. Claire a toujours cru que les gens pouvaient changer si on leur en donnait la chance. J'ai dit doucement, Isabelle, parfois je pense que si Claire était encore là, elle me dirait de donner à Christophe une chance de se racheter. Isabelle m'a tenu la main, sa voix plus douce. Tu sais, elle aurait raison. Mais une chance ne signifie pas tout oublier. Garde tes limites, pour toi. Et souviens-toi, Hélène, le pardon n'est pas parce qu'il le mérite. C'est parce que tu mérites la paix. J'ai hoché la tête faiblement, des larmes tombant sur le dos de ma main. Un pardon conditionnel,
ai-je chuchoté. C'est la seule chose que je peux offrir. En fin d'après-midi, le téléphone a sonné. Maître Dubois a appelé, sa voix stable et chaleureuse comme toujours. Madame Girard, une petite mise à jour. Votre dossier est très solide. Toutes les preuves sont claires. La police a recueilli les déclarations des 2 hommes. Tous 2 ont confirmé que c'est Christophe qui les a engagés, et on m'a dit qu'il a volontairement avoué, ce qui jouera en sa faveur, tandis que Gérard sera toujours poursuivi pour agression et menace sur une personne âgée. J'ai soupiré légèrement. Quel revirement. Le marionnettiste est le premier à baisser la tête. Maître Dubois est resté silencieux quelques secondes, puis a dit, c'est peut-être le début d'une véritable prise de responsabilité. Ne vous inquiétez pas, l'audience préliminaire est la semaine prochaine. Je serai là avec vous. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Par la fenêtre, le coucher de soleil s'étalait comme un fin tissu de cuivre sur le jardin d'Isabelle. J'ai entendu des enfants du quartier rire, le vent se déplaçant sur le vieux toit. Un autre jour se terminait. J'ai posé une main sur ma poitrine et j'ai senti ma respiration ralentir pour trouver un rythme. Je savais qu'il y avait plus à venir, le témoignage au tribunal, affronter les yeux de Léa, mais je ne tremblais plus. Christophe pouvait s'incliner. Moi, je ne le ferai pas. Ce n'est qu'en me tenant droite que je pourrais empêcher le reste de ma vie d'être brisée à nouveau. Et si quelqu'un me demandait si j'avais pardonné, je dirais, je ne porte plus de haine, mais je n'ai pas oublié. Je les laisse simplement vivre avec leur propre culpabilité. Sur les marches du porche, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu Isabelle appeler de l'intérieur, « Hélène, ton thé refroidi ». J'ai laissé échapper un petit rire, faible mais plus léger. J'arrive, Isabelle. La journée est belle, et mon cœur aussi. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers le fin rideau, déposant un or doux sur la petite chambre où je séjournais chez Isabelle. L'odeur de pain grillé et de café montait de la cuisine, se mêlant au bulletin de la radio sur un programme de charité dans la ville voisine. Je suis restée assise là, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Mais je savais aussi qu'il y avait une chose que je n'avais dite à personne, sauf à Maître Dubois, la vérité sur les 200 000 €. Isabelle a apporté un plateau de thé sur le porche, l'a posé devant moi et s'est assise à côté de moi. Elle m'a regardée avec ce regard bienveillant, qui disait qu'elle comprenait que j'allais dire quelque chose d'important. J'ai pris une profonde inspiration. Isabelle, ai-je dit. Tu te souviens que je t'ai dit que je créerais un fonds de charité? Elle a hoché la tête. Oui, le fonds Espoir Clair. J'ai souri doucement. Maintenant, je vais tout te dire, pas seulement l'idée, mais tout le plan. J'ai expliqué qu'après avoir vendu la ferme pour 200 000 €, j'avais divisé l'argent en 3 parties claires. Une petite partie pour que je puisse vivre simplement pour le reste de ma vie sans dépendre de personne. Une partie pour un fonds médical d'urgence au cas où le pire arriverait. Et la plus grande partie, plus de 150 000 €, pour établir le fonds Espoir Clair afin d'aider les femmes à faible revenu luttant contre le cancer. Isabelle est restée silencieuse, les yeux s'emplissant de larmes. Hélène, tu y mets vraiment presque tout. J'ai hoché la tête, ma voix douce mais ferme. Cet argent n'est pas seulement à moi, Isabelle. C'est une dette d'amour que je dois à Claire. Je me souviens encore de chaque détail des derniers mois de Claire. Claire, avec un sourire chaud comme le soleil et des mains calleuses après d'innombrables heures à l'atelier de couture. Quand le médecin a dit que c'était un cancer avancé, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, je suis encore forte ». Mais je savais qu'elle mentait. Je l'ai regardée vendre la vieille voiture, puis la petite maison, et enfin l'alliance de notre mère, la dernière chose que nous avions après le décès de notre père. Elle a pleuré en l'enlevant, disant « Si ça m'achète quelques semaines de plus, ça en vaut la peine ». Et puis ces quelques semaines n'ont rien sauvé. Le jour de sa mort, il y avait encore une facture d'hôpital sur la table, juste quelques milliers d'euros, mais un poids sur l'honneur d'une femme qui avait travaillé toute sa vie. Je lui ai promis, sur la tombe de Claire, sous la froide pluie d'automne, que si je le pouvais un jour, j'aiderais des femmes comme elle à ne pas avoir à tout vendre juste pour acheter un peu plus de temps. Et maintenant, je le pouvais enfin. J'ai ouvert le carnet sur la table à la première page où mon écriture penchée disait « Statut du fonds Espoir Clair ». Objectif, fournir le paiement direct des factures d'hôpital et des médicaments pour les femmes à faible revenu atteintes de cancer. Pas d'intermédiaire, pas de paperasse compliquée, juste une preuve de traitement. Chaque décaissement doit aller directement à l'hôpital, pas sur un compte personnel. Personne ne touche de salaire du fonds. Ce que nous gardons, c'est la confiance et la gratitude. Isabelle a tenu le carnet et a tourné chaque page. J'avais écrit le budget, les contacts hospitaliers et les catégories de soutien éligibles d'une main soignée. Depuis combien de temps es-tu aussi préparée? A-t-elle demandé doucement. Depuis le jour où j'ai vendu le terrain,
ai-je répondu. Dès que Maître Dubois a finalisé le transfert, j'ai commencé à rédiger les statuts. Cette vente, ce n'était pas un prix pour moi. C'était un levier pour accomplir ma promesse à Claire. Isabelle a posé le carnet et m'a pris la main. Tu fais ce qu'il faut, Hélène. Mais j'ai peur que tes enfants ne comprennent jamais. J'ai soupiré doucement. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils ont seulement besoin de savoir que leur mère a utilisé l'argent pour quelque chose de décent. J'ai regardé le jardin bien entretenu. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, des taches de luminosité comme des souvenirs. Quand tout est arrivé, quand j'ai été bousculée, menacée, qu'on m'a dit « À ton âge, tu devrais le donner ». Aucun d'eux ne m'a demandé « Es-tu blessée, maman ?» Tout ce qu'ils ont demandé, c'est « Combien as-tu eu ?» C'était suffisant pour que je comprenne. Ils voulaient un chiffre, pas de l'amour. C'est peut-être pour ça que je me sentais encore plus certaine de devoir faire l'opposé de cette cupidité. Utiliser l'argent pour créer de la bonté. Quand Maître Dubois a appelé avec la nouvelle, j'ai décidé de signer les documents légaux pour que le fonds puisse fonctionner dès que mon médecin donnerait son accord pour ma santé. Son bureau était petit mais lumineux, sentant le papier frais et le café. Il m'a tendu le document et a expliqué chaque ligne. Vous serez la fondatrice et la superviseure nominale, a-t-il dit. Je m'occuperai de l'administration légale. S'il vous arrive quelque chose, le fonds continuera de manière indépendante et personne dans votre famille n'aura le droit d'interférer. J'ai signé d'une main qui tremblait encore un peu, mais à l'intérieur, je ressentais un calme profond et constant. Maître Dubois a levé les yeux et a souri. Félicitations, Hélène. Peu de gens transforment leur douleur en lumière pour les autres. J'ai répondu doucement, je ne cherche pas la lumière, Maître Dubois. Je tiens une promesse faite sur la tombe de ma sœur. Une semaine plus tard, Maître Dubois a de nouveau appelé. Il a dit que la mairie voulait organiser une petite conférence de presse sur la campagne de prévention de la maltraitance des aînés et m'a demandé de prendre la parole et de partager mon histoire. Je suis restée silencieuse un long moment, puis j'ai accepté. Pas pour la gloire ou la pitié, mais parce que je savais que si mon histoire donnait à ne serait-ce qu'un autre aîné le courage de dire non, alors mes blessures n'auraient pas été vaines. J'ai passé la soirée à rédiger le discours sur le petit bureau en bois d'Isabelle. La lampe chaude éclairait chaque ligne comme un doux rappel. J'ai écrit, corrigé et réécrit. Certaines personnes pensent que la vieillesse signifie la faiblesse, la conformité et la crédulité. Mais j'ai appris que nous avons le droit de dire non, même à nos propres enfants. Non pas parce que nous ne les aimons pas, mais parce que nous devons vivre fidèles à nos valeurs. L'argent ne sauve personne qui a perdu sa décence. Mais un petit acte, une main tendue, peut sauver la foi de quelqu'un en l'humanité. J'ai posé le stylo et j'ai expiré. Ces mots n'étaient pas seulement pour une foule. Ils étaient pour moi. J'ai autrefois pensé que le silence préservait la paix à la maison. Maintenant, je sais que le silence n'est pas la paix. C'est l'ombre de la peur. Aujourd'hui, en parlant, je n'ai pas peur. Le lendemain matin, Isabelle a lu le brouillon. Elle a hoché la tête en souriant. C'est bien, Hélène. Tu ne te protèges pas seulement toi, tu protèges les autres. Tu sais, se respecter, c'est aussi une façon de protéger la communauté. Je lui ai serré la main, un enchevêtrement complexe de gratitude et de calme montant en moi. Je savais que si Claire était en vie, elle serait fière. Et si mes enfants entendaient ce discours, j'espérais qu'ils comprendraient que je les aime toujours. Seulement maintenant cet amour est placé là où il peut sauver des vies, pas nourrir l'égoïsme. Cet après-midi-là, j'ai emporté le discours dans le jardin où le soleil s'était adouci. Je l'ai lu une dernière fois, puis j'ai levé les yeux et j'ai murmuré « Claire ». J'ai tenu ma parole. Une légère brise a agité la lavande. J'ai souri. À ce moment-là, j'ai vu clairement que j'avais trouvé la paix, non pas dans le silence, mais dans l'action. Le matin de l'audience, un fin brouillard flottait sur la ville, la lumière pâle du soleil glissant à travers les fenêtres du palais de justice. J'étais assise au deuxième rang, les mains jointes, une écharpe bleu clair autour du cou, le dernier cadeau que Claire m'avait fait. Que ce soit à cause du froid ou de la nervosité, je sentais chaque battement de cœur, lourd et régulier comme un marteau sur le point de frapper. Devant le banc, Gérard se tenait la tête basse. Son visage était émacié, une barbe naissante, la chemise froissée. J'avais pensé que si ce jour arrivait, je pleurerais. Je n'ai ressenti qu'un vide froid dans ma poitrine. Le juge a lu les chefs d'accusation. L'accusé Gérard Girard est inculpé de 3 chefs. Agression sur une personne âgée, complot d'intimidation et complot en vue de détournement de biens personnels. Chaque mot fendait l'air comme une lame. De l'autre côté de l'allée, les 2 hommes tatoués, ceux qui étaient dans mon jardin ce jour-là, baissaient la tête, les menottes brillant sous les lumières. Le procureur a présenté les preuves.
les images de la mini-caméra, l'enregistrement audio, les rapports de police et le témoignage d'Alain. Tout était clair, irréfutable. J'écoutais comme si je regardais une version passée de moi-même. Une femme âgée tremblant dans sa propre maison, vivant dans la peur et la trahison. Quand ce fut son tour, Gérard a plaidé coupable. Sa voix était presque un étouffement. Je plaide coupable, votre honneur. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je faisais. Je suis désolé. Je n'ai pas croisé son regard. Du regret peut-être, mais le regret ne ressoude pas les os, ni n'efface les nuits passées à avoir peur de son propre fils. Les deux complices ont également plaidé coupable. Avec des antécédents d'agression et de vol, ils ont reçu des peines plus lourdes, l'un 4 ans, l'autre 3. Alors que les officiers les emmenaient, j'ai vu les tatouages de dragons noirs sur leurs poignets, un rappel d'une obscurité que je ne voulais plus jamais toucher. Puis est venue la sentence de Gérard. L'accusé Gérard Girard est condamné à 2 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 1 an après avoir suivi un programme de désintoxication à l'alcool et au jeu. Pendant cette période, il est interdit à l'accusé de contacter ou d'approcher la plaignante sous quelque forme que ce soit. J'ai fermé les yeux. 2 ans, ce n'est pas long, mais c'est assez de temps pour se regarder. En face. Je ne lui souhaitais pas de souffrance. Je lui souhaitais la clarté. Léa se tenait au tribunal ce jour-là, le visage tiré, sans maquillage, les cheveux blonds attachés en arrière. Elle a coopéré, a remis son téléphone, ses messages, et a confirmé le plan de Gérard et Christophe. Le procureur a recommandé la clémence, et le juge a accepté. L'accusée Léa Girard est condamnée à une peine avec sursis et à 1 an de travaux d'intérêt général à l'EHPAD La Miséricorde. Au mot EHPAD, quelque chose s'est pincé en moi, une boucle amère du destin. Peut-être que le ciel voulait qu'elle regarde en face la solitude des personnes âgées qu'elle avait autrefois méprisées. Je n'ai rien dit quand elle m'a regardé. J'ai seulement offert un petit signe de tête, pas le pardon, mais la clôture. Puis Christophe. Il ne ressemblait plus à rien, maigre, plus gris, les yeux baissés. Appelé, il s'est avancé, la voix faible mais claire. Je plaide coupable de participation à des menaces et d'avoir engagé des hommes pour intimider Madame Hélène Girard. J'ai avoué volontairement et j'ai pleinement coopéré. J'accepte la responsabilité. Le tribunal a prononcé 2 ans de mise à l'épreuve, 800 heures de travaux d'intérêt général et le remboursement intégral des dommages matériels à la plaignante. En quittant la barre, Christophe s'est tourné et s'est incliné vers moi. Pour la première fois, je n'ai vu aucune manigance, seulement une honte réelle. J'ai répondu par un léger signe de tête, sans bénédiction, sans rancune, juste de l'acceptation. L'audience s'est terminée après près de 3 heures. J'ai reçu une ordonnance restrictive à long terme contre Gérard et Léa, sans date d'expiration. Maître Dubois était assis à côté de moi, la main sur la table, la voix basse et chaleureuse. « Comment vous sentez-vous » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé lentement. Je n'ai battu personne, Maître Dubois. J'ai juste choisi la loi plutôt que la peur. Il a souri gentiment. C'est une victoire, Hélène. Quand je suis sortie, la neige fondante formait des taches brillantes sur le sol. Quelques journalistes locaux attendaient tranquillement. Ils n'ont pas insisté, ils ont juste demandé « Avez-vous un message pour les gens qui traversent ce que vous avez vécu ?» J'ai fait une pause, j'ai regardé dans l'objectif et j'ai parlé clairement. Ne laissez personne, même votre propre enfant, vous faire croire que vous êtes faible. La vieillesse ne signifie pas l'impuissance. Si on vous fait du mal, parlez. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive les nuits que j'ai vécues. Une brise s'est levée, les appareils photos ont cliqueté. J'ai entendu Isabelle derrière moi, sa voix chaude dans le vent. Allons-y, Hélène. C'est fini maintenant. Cet après-midi-là, le journal local a titré « Une femme de 71 ans de la région gagne un procès pour maltraitance d'aînés contre son fils et son gendre. L'affaire sonne l'alarme pour la communauté. » En dessous, une photo de moi devant le palais de justice. Un sourire léger mais stable. Maître Dubois a dit que la ville voulait utiliser ma phrase « J'ai choisi la loi plutôt que la peur » dans sa campagne de sensibilisation à la maltraitance des aînés. Je n'ai pas objecté. Si une phrase pouvait donner à quelqu'un d'autre le courage d'entrer dans la lumière, je la donnerais volontiers. Le lendemain, je suis retournée dans ma vieille maison. Isabelle est venue avec moi. C'était calme, mais plus froid. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai aspiré la première brise de la saison. J'ai écouté les oiseaux appeler sur le toit. Une douce lumière jaune tombait sur la table en bois de la cuisine, l'endroit où j'avais pleuré et eu peur, ne contenant maintenant que la paix. J'ai préparé 2 tasses de thé et je les ai emportées sur le porche. Isabelle s'est assise en face de moi, la lumière du matin douce sur son visage bienveillant.
Elle a posé sa main sur la mienne et l'a serrée. Tu as survécu, Hélène. Pas seulement survécu, tu as vraiment gagné. J'ai souri. Non, Isabelle. Je suis simplement restée fidèle à moi-même. C'est peut-être déjà une victoire. Nous nous sommes assises et avons regardé le soleil grimper au-dessus des arbres. La bouilloire fredonnait, se mêlant au vent sous les avant-toits. J'ai pris une gorgée, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la chaleur se répandre en moi. Il n'y avait pas de colère, pas de haine, juste un sentiment clair, la liberté. La liberté de la peur, de la culpabilité, des nuits à cacher des larmes sous l'oreiller. Au loin, les cloches de l'église flottaient dans l'air. Un doux rappel. La vie peut nous briser, mais c'est nous qui nous relevons. J'ai regardé le ciel clair et j'ai murmuré « Merci, Claire. Merci de m'avoir appris que l'amour n'est pas le silence. C'est protéger ce qui est juste. » Isabelle a souri doucement et a trinqué sa tasse contre la mienne. « Et maintenant, Hélène, il est temps de vivre pour toi. » J'ai hoché la tête et j'ai regardé vers un horizon lumineux, calme comme si le monde avait ouvert un nouveau chapitre. Pas d'ombre de peur, seulement la lumière de la justice et de la bonté. Le premier matin après l'audience, je me suis assise sur le porche, regardant la lumière du soleil se répandre sur le plancher en bois. Isabelle venait d'arroser la lavande. Un léger parfum flottait dans la brise. La radio a donné une brève mise à jour. Le tribunal de grande instance annonce les peines finales dans l'affaire de maltraitance d'aînés. Toutes les parties se sont conformées à la décision. Je l'ai éteinte. Un chapitre était clos, mais je savais que certaines portes ne peuvent pas être fermées par un coup de marteau. Il faut les verrouiller soi-même avec un pardon conditionnel. Cet après-midi-là, on a frappé. Je pensais que c'était mettre du bois ou une livraison, mais quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Léa se tenait là. Elle avait visiblement perdu du poids. Son visage était pâle, ses yeux gonflés et meurtris de fatigue. Ses cheveux blonds autrefois lisses étaient attachés négligemment, et dans sa main se trouvait une feuille de papier pliée. « Maman, dit-elle doucement, la voix tremblante. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais je dois dire quelque chose. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Une partie de moi était encore sur ses gardes. Je me suis appuyée sur le cadre de la porte et j'ai gardé ma voix égale. Vas-y, Léa. Elle s'est mordu la lèvre et a inspiré. J'ai demandé le divorce à Christophe. Je ne supporte plus les mensonges. Je veux la garde de Lucie et Caleb. J'ai aussi commencé une thérapie comme le tribunal l'a ordonné et j'ai trouvé un travail à temps partiel à l'épicerie du coin. Je suis restée silencieuse. Peut-être que pour la première fois, je ne voyais aucune arrogance chez ma fille. Seulement un épuisement réel. Je ne suis pas là pour demander pardon, a poursuivi Léa, la voix entrecoupée. Je veux juste que tu saches que j'essaie de recommencer. Je sais que je t'ai fait du mal, et rien ne peut effacer ça, mais je veux changer, pour les enfants et pour moi-même. Je suis restée silencieuse quelques secondes. La brise a agité le rideau, et la rage qui avait couvé comme un feu lent en moi ressemblait maintenant à des cendres chaudes. Bien, ai-je dit lentement. Si tu es sérieuse, continue la thérapie à long terme et apprends à poser des limites avec l'argent. Je ne paierai pas de dettes ni ne distribuerai d'argent, mais si tu as besoin de conseils, je suis prête à écouter. Léa a hoché la tête, les yeux humides. Je comprends. Tu ne me dois rien. Je veux juste rembourser une petite partie symboliquement. Tes factures médicales, je les paierai petit à petit, même si ce n'est pas beaucoup. J'ai légèrement secoué la tête. Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de responsabilité. Fais ce qu'il faut et ne dis rien de plus tant que tu ne l'as pas vraiment fait. Elle a baissé la tête et a serré le papier. Je savais que c'était l'engagement de travaux d'intérêt général du tribunal, exigeant 1 an de service à l'EHPAD La Miséricorde. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand, mais je ne l'ai pas fermée non plus. J'ai seulement dit doucement, « Vas-y, Léa. Fais-le bien. Quand tu voudras vraiment parler, j'écouterai. » Elle a hoché la tête, a reculé et s'est détournée. Le soleil oblique éclairait sa petite silhouette alors qu'elle disparaissait au-delà de la clôture. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la première lettre de Léa. Pas un email, pas un SMS, une note manuscrite. Papier jaune pâle, écriture penchée, encore un peu maladroite. Maman Hélène, c'est aujourd'hui ma 2e semaine de service communautaire à l'EHPAD La Miséricorde. Au début, j'avais peur. Je pensais que je ne supporterais pas l'odeur de désinfectant, les gémissements, les regards vides. Mais ensuite, j'ai rencontré Madame Nora. Elle a 89 ans et son fils l'a laissée ici il y a 6 ans sans jamais lui rendre visite. Elle m'a tenu la main et a dit « Ma petite, ça fait si longtemps que personne ne m'a brossé les cheveux. » J'ai pleuré, maman. Pour la première fois,
j'ai compris à quel point l'abandon fait mal. Je veux juste te dire que je suis désolée, non pas parce que le tribunal m'a forcé à le dire, mais parce que maintenant, j'ai vraiment honte. Je ne sais pas encore ce que je peux réparer, mais je vais essayer. Affectueusement, Léa. J'ai lu la lettre une troisième fois avant de la poser. Isabelle s'est assise à côté de moi et a dit doucement, pas une seule ligne ne mentionne l'argent. Tu as remarqué? J'ai hoché la tête. Oui. Pour la première fois, elle mentionne la responsabilité. J'ai écrit une courte note, aussi nette qu'une coupe décisive, mais suffisante pour que Léa comprenne. Continue. Dans les semaines qui ont suivi, Léa a continué à écrire régulièrement, non pas pour mendier, mais pour partager de petites choses. Son premier jour a aidé à baigner une femme alitée, le jour où on l'a chargée de faire la lecture aux résidents. Le quart de nuit, à écouter un vieil homme raconter des histoires de guerre. Son ton a commencé à changer, moins maladroit, moins défensif, plus authentique. Un jour, elle a appelé. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Maman, aujourd'hui je veux juste te dire quelque chose de petit, dit-elle, sa voix légère, comme si elle avait peur de briser l'espace entre nous. Madame Nora a dit qu'elle pardonne à son fils. Elle a dit, pardonner ne me rajeunit pas, mais ça m'aide à dormir. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à toi. Je suis restée silencieuse un long moment, puis j'ai répondu, elle a raison. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est choisir la paix au lieu de s'enchaîner au ressentiment. Elle n'a rien dit de plus, juste un sanglot étouffé. Je comprends maintenant, maman. Après ça, nos appels ont perdu leur fausse gaieté. Parfois, ce n'était que quelques courtes questions. Comment te sens-tu, maman? Les enfants t'ont fait des dessins. Je révise les bases de la comptabilité. Et chaque fois que je raccrochais, je me sentais un peu plus légère, comme si les fils ténus de cette relation étaient recousus. Lentement mais sûrement. En fin de mois, Isabelle est passée avec un panier de pommes et un grand sourire. J'entends dire que Léa fait toujours son service communautaire. J'ai hoché la tête. Oui, elle commence à comprendre beaucoup de choses. Les résidents l'aiment bien. La semaine dernière, la maison de retraite a même envoyé une note de remerciement parce que Léa a choisi de rester tard pour laver une femme qui souffrait beaucoup. Isabelle a souri. Tu vois, c'est la meilleure thérapie. Aucune leçon n'enseigne une personne comme le fait de devoir se pencher et prendre soin de quelqu'un d'autre. J'ai souri, me souvenant de l'époque où j'étais bénévole comme infirmière. À l'époque, j'avais appris que la gentillesse n'est pas innée. Elle s'affine par de petits actes, essuyer le front d'un patient, guider un aîné dans le couloir, écouter une personne seule divaguer. Peut-être que Léa est sur ce chemin maintenant. Un matin, une autre lettre est arrivée, plus courte que les autres. Maman Hélène, je suis sur le point de terminer mes 3 premiers mois de service communautaire. Le médecin dit que je fais de bons progrès en thérapie. La semaine dernière, j'ai emmené Lucie et Caleb rendre visite à Madame Nora. Ils m'ont aidé à lui brosser les cheveux. Elle a dit, merci. Vous avez amené le printemps dans ma chambre. Je pense que pour la première fois depuis des années, je trouve mon propre printemps aussi. Merci de ne pas avoir fermé cette porte pour toujours. Je ne te décevrai plus. J'ai posé la lettre et j'ai regardé le jardin. La lavande était toujours d'un violet profond sous le nouveau soleil. Isabelle est venue, a posé une main sur mon épaule et a chuchoté, « Tu vois, Hélène, c'est la guérison. Pas seulement pour elle, pour toi aussi. » J'ai hoché la tête, sentant un calme se répandre en moi. Peut-être que pour la première fois depuis des années, mon cœur n'était plus complètement fermé. Je n'avais pas ouvert la porte en grand, mais je ne l'avais pas non plus verrouillée. Et parfois, cela seul suffit à laisser entrer la lumière. 3 mois se sont écoulés depuis l'audience. Le temps est comme un courant lent et régulier, suffisant pour que les os se ressoudent, suffisant pour que je voie la vie avec des yeux qui font moins mal, craignent moins, et voient plus clairement que jamais. Lors de mon dernier contrôle, le médecin a souri. Les poumons vont bien, les côtes ont bien guéri, Madame Girard. Maintenant, allez vivre, de la manière qui vous semble la plus significative. Je savais exactement ce que j'allais faire en premier. Un matin de mai, la ville brillait sous la lumière du début de l'été. Des drapeaux étaient accrochés à l'extérieur de la bibliothèque municipale où j'avais réservé un espace pour lancer le fonds Espoir Clair, ma promesse tardive à ma sœur. La salle de conférence du 2e étage était simple et chaleureuse, quelques pots de lavande d'Isabelle flanquant le pupitre, une bannière en tissu blanc brodé, Fondation Espoir Clair, parce que la dignité ne devrait pas dépendre de l'argent. Je me tenais dans la salle de préparation, devant le miroir, et j'ai ajusté ma veste gris pâle. Isabelle est entrée et a épinglé une broche en perles à mon revers. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai souri légèrement. Peut-être un peu nerveuse.
C'est normal d'être nerveuse, a-t-elle dit en me serrant la main. Tu ne lances pas seulement un fond. Tu rouvres la confiance. Dehors, les voix s'élevaient. J'ai entendu Maître Dubois et les rires de voisins familiers, une infirmière de l'hôpital, le propriétaire de la librairie, quelques personnes qui m'avaient aidé dans les premiers jours après l'affaire. Ils n'étaient pas venus pour regarder, mais pour partager la conviction que quelque chose de bon peut naître d'une blessure. Quand je suis montée sur l'estrade, une douce lumière enveloppait la pièce. Isabelle se tenait à côté de moi. Maître Dubois était assis au premier rang, et tout au fond, j'ai vu Léa. Elle se tenait tranquillement dans une robe simple, sans maquillage, les cheveux attachés en arrière. Ses yeux étaient humides, mais stables. J'ai hoché la tête, juste un petit signe, assez pour dire que je l'avais vue et que la porte n'avait jamais été verrouillée. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé le discours que j'avais écrit pendant de nombreuses nuits blanches. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma très chère sœur, Claire. Elle était gentille et travailleuse, mais le cancer a tout pris. Je l'ai regardée vendre la voiture, puis la maison, et enfin l'alliance de notre mère juste pour acheter quelques mois de plus. Elle est morte endettée, mais pour moi, elle était la personne la plus riche que je connaissais parce qu'elle n'a jamais perdu sa décence. Aujourd'hui, j'utilise 200 000 € de la vente de la dernière parcelle familiale, un lieu qui fut à la fois un fardeau et le théâtre de ma trahison, pour faire ce dont Claire rêvait, aider les femmes à faible revenu à combattre la maladie sans vendre leur fierté. J'ai appris que parfois, pour dire oui à ceux qui ont vraiment besoin d'aide, il faut oser dire non à ce qui est mal, même quand cela vient de ceux que vous aimez le plus. Le fonds Espoir Claire n'est pas seulement de l'argent. C'est la preuve que la dignité n'a pas de prix en euros et que des blessures, on peut encore semer le bien. J'ai fait une pause. Les applaudissements se sont élevés comme un battement de cœur partagé. Au fond, Léa a baissé la tête et a couvert son visage. J'ai vu ses épaules trembler. Après le discours, Maître Dubois a annoncé la création du fonds et les 3 premières bénéficiaires. 3 femmes, une femme de ménage, une mère célibataire en chimiothérapie et une retraitée, se sont avancées. Elles tenaient des confirmations montrant que leurs factures d'hôpital étaient payées directement par le fonds. Pas d'enveloppe, pas d'argent liquide, pas de cadeau. J'ai serré chaque main, entendu chaque merci, et j'ai lutté pour retenir mes larmes. L'une d'elles, Madame Johnson, m'a serré la main. Merci de comprendre notre peur, Madame Girard. Ce n'est pas la mort que nous craignons, c'est de devenir un fardeau. Je lui ai tenu la main et j'ai chuchoté, personne n'est un fardeau quand on est aimé. L'événement s'est terminé par une longue salve d'applaudissements. Le journal local a pris des photos, et le lendemain, j'ai vu le titre en première page. Une mère transforme la trahison en une bouée de sauvetage pour sa communauté. En dessous, une photo de moi et d'Isabelle devant la bannière. La lavande derrière nous. Je n'ai pas l'habitude de l'attention, mais je savais que cet article pousserait d'autres à parler, à croire que la vieillesse ne signifie pas l'impuissance. Cet après-midi-là, je me suis assise seule dans la bibliothèque après que tout le monde soit parti. Maître Dubois et Isabelle rangeaient les décorations pendant que je relisais les statuts une dernière fois. 1. Chaque décaissement doit être transparent et rapporté mensuellement. 2. Pas de transaction en espèces. 3. Toutes les factures d'hôpital sont payées directement à l'hôpital. 4. Les bénéficiaires ne sont ni filmés ni photographiés sans leur consentement. C'était la promesse que je voulais faire à la communauté, aussi claire que la lumière du matin, ne laissant aucun coin pour l'ombre de la cupidité. Isabelle s'est approchée et m'a tapoté l'épaule. C'est fait. Maintenant, respire. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Elle a regardé autour de la pièce maintenant calme où la lavande parfumait encore l'air et a murmuré, Claire sourit. J'ai hoché la tête. Je le pense aussi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, une enveloppe brune se trouvait dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste une écriture maladroite de Gérard. Je suis restée longtemps sur le porche, les mains tremblantes. J'avais imaginé ce jour, le jour où mon fils m'écrirait, mais quand il est arrivé, ma poitrine s'est quand même serrée. Isabelle, un pas derrière, m'a vue figée. Une lettre. J'ai hoché la tête. De lui. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé l'enveloppe, les bords froissés, l'écriture hésitante, comme un enfant qui écrit à la hâte. Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'ouvrir. Une partie de moi a peur. Isabelle a posé une main sur mon épaule. Attends d'être prête, mais ne la laisse pas te faire peur à nouveau. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis je l'ai ouverte. Une seule feuille pliée en 2. De l'encre. Bleu taché par endroits. Maman, je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je demande une chance de réparer les choses. Ici, ils m'apprennent. La colère,
le contrôle, et comment fonctionne la maltraitance dans les familles. J'écoute chaque mot et je vois enfin que ce n'était pas toi qui étais faible. C'est moi qui étais faible. Si faible que j'ai utilisé la violence pour avoir l'impression d'avoir du pouvoir. Je ne te demanderai pas de me faire confiance à nouveau, pas encore. Je veux seulement que tu saches que je fais le travail, à l'atelier de menuiserie, en thérapie, et dans mes propres pensées. Quand je sortirai, je demanderai à travailler dans un centre communautaire ou n'importe où qui a besoin de quelqu'un pour transporter, tondre ou laver. Je veux utiliser mes mains pour quelque chose de décent au lieu de juste parler. Si un jour tu penses que je suis digne d'une conversation, je serai là, non pas pour demander quoi que ce soit, juste pour dire merci. Gérard. J'ai terminé la dernière ligne les mains tremblantes. Pas de larmes, juste une immobilité profonde, comme une rivière sans vent. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir à côté de la photo de Claire. Isabelle s'est assise et a demandé doucement « Ça va ?» J'ai légèrement hoché la tête. Oui. Je ne pensais juste pas entendre sa voix à nouveau comme ça, sur du papier. Elle m'a fait un petit sourire. C'est peut-être le début de son réveil. J'ai regardé par la fenêtre. La lune brillait, éclairant le jardin couvert de rosée. Peut-être, ai-je chuchoté. De vraies excuses ne visent pas à effacer le passé, mais à permettre à une personne de recommencer. Isabelle a posé une main sur mon épaule. Et tu recommences aussi, Hélène. À ta manière. J'ai jeté un coup d'œil à la lettre, puis à la petite plaque sur le mur, Fondation Espoir Clair. Le clair de lune faisait briller le mot « espoir », plus que les autres. J'ai souri, un sourire calme, profond et vrai, parce que je savais que la lumière avait enfin vaincu l'obscurité. Un matin de début d'automne, alors que la brume flottait encore doucement sur les toits de la ville, j'ai ouvert la boîte aux lettres comme d'habitude. Au milieu des prospectus et des factures se trouvait une enveloppe blanche, le coin marqué d'une écriture familière provenant du centre de détention, Gérard Girard. Je l'ai tenue longtemps, comme si elle pesait tout le passé. Des mois s'étaient écoulés depuis la première lettre, et je ne savais pas si j'avais le courage de lire celle-ci, mais finalement, je me suis assise sur la chaise du porche, j'ai pris une longue inspiration et je l'ai ouverte. Pas de parfum, juste l'odeur sèche du papier et une encre bleue légèrement floue. La première ligne disait « Maman, j'ai commencé un double suivi pour l'alcool et le jeu. » Ils appellent ça un double suivi. Chaque jour, je dois écrire mes sentiments et faire face au passé au lieu de blâmer le destin. Pour la première fois, je vois que je suis malade, pas malchanceux. Ma maladie n'est pas dans le sang. Elle est dans ma façon de voir le monde. Toujours penser que c'est la faute de quelqu'un d'autre. J'ai lu lentement, chaque mot s'imprégnant en moi. Gérard n'avait jamais parlé de lui de cette façon. Ici, maman, tout le monde a une histoire. Certains ont tout perdu. D'autres ont été abandonnés. J'avais tout, une maison, une mère qui m'aimait, et je l'ai détruit de mes propres mains. Chaque matin, je regarde le calendrier mural en acier et je vois les cases rouges que je coche. Une case, c'est un jour que je vis en conscience. Hier, en nettoyant le débarras, j'ai trouvé un éclat de miroir. Dedans, j'ai vu ton visage de ce jour où je t'ai bousculé. Quand tu t'es relevé sans pleurer. Tu sais, avec cette seule poussée, j'ai ruiné une vie entière. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande de garder tes distances si tu en as besoin pour être en paix. Je n'ai pas besoin d'un pardon instantané. Je veux que tu saches que je travaille à l'atelier de menuiserie, en thérapie, dans chaque pensée. Quand je sortirai, je demanderai un travail dans un centre communautaire ou n'importe où qui a besoin de quelqu'un pour porter des charges, tondre l'herbe, laver les sols. Je veux faire des choses décentes avec mes mains au lieu de juste parler. J'ai fait une pause, respirant profondément, sentant mon cœur s'adoucir lentement. Plus de colère, seulement un chagrin que je pouvais enfin nommer, un chagrin pour ce qui a été perdu et un chagrin qui vient avec la compréhension. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur mes genoux. La brise transportait l'odeur de lavande du coin du jardin. Isabelle est sortie avec 2 cafés chauds. Une autre lettre du centre ? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Oui, il est en double suivi. Et pour la première fois, il dit la vérité sur lui-même. Isabelle s'est assise à côté de moi, a posé la tasse et a parlé de cette voix stable et confiante. Hélène, le pardon n'est pas un cadeau pour quelqu'un d'autre. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même pour que ton cœur puisse se reposer. J'ai souri faiblement. Je ne sais pas si je peux encore appeler ça du pardon. Mais peut-être que je ne veux plus porter de haine. C'est suffisant, a-t-elle dit en prenant une gorgée. C'est la guérison. Cet après-midi-là, je me suis assise à la table et j'ai sorti une feuille blanche. J'ai écrit en retour, chaque ligne est claire et sobre. Gérard, j'ai lu ta lettre. Je vois que tu essaies, et c'est ce qui compte.
Je ne dirai pas le mot pardon, cela doit arriver de soi-même, comme la peau se referme après une blessure. Mais je crois que si tu termines le programme, tu auras une chance de recommencer. Tu ne me dois ni argent ni grand geste. Répare tes torts par une décence quotidienne envers les autres et envers toi-même. Termine le programme. Je te verrai un jour plus lumineux. Maman. Hélène. Je l'ai plié, j'ai scellé l'enveloppe. Quand Isabelle m'a conduite à la poste pour l'envoyer, j'ai ressenti une paix étrange, comme si après de nombreux mois, je pouvais enfin respirer sans craindre de me briser. 1 an depuis la création du Fonds Espoir Clair. Ce matin-là, je me tenais dans le petit bureau à côté de la bibliothèque municipale, regardant le tableau sur le mur. 52 femmes avaient vu leur facture d'hôpital couverte. Plus de 300 000 € transférés directement aux hôpitaux. Pas un seul euro par un intermédiaire. Je tenais la nouvelle liste. Des noms, des histoires, des femmes arrachées au désespoir par une partie de l'argent de ce terrain d'autrefois. Maître Dubois est entré, costume impeccable comme toujours, un dossier à la main. Félicitations. Espoir Clair est officiellement reconnu comme une association à but non lucratif. Vous avez fait ce que beaucoup de plus jeunes n'oseraient pas, j'ai souri, et j'ai répondu doucement, je n'ai fait que ce que Claire aurait fait si elle était là. Il a hoché la tête et est parti. Je me suis retournée vers le bureau et j'ai ouvert la fenêtre. La lumière du matin se répandait sur la plaque en bois gravée, dignité, guérison, espoir. 3 mots courts, suffisants pour me rappeler pourquoi je continue. J'ai acheté une vieille camionnette bleue délavée. Maître Dubois et Isabelle ont d'abord protesté, mais tous deux ont dû rire en me voyant conduire jusqu'aux hôpitaux pour remettre en main propre les documents de paiement. « Tu n'as pas peur de te fatiguer ?» a demandé Isabelle. J'ai haussé les épaules. Je conduis lentement. Mes mains doivent se souvenir du volant de toute façon. Sur la route, le vent courait à travers les champs de céréales mûrissantes. La lumière du soleil éclatait sur le pare-brise, reflétant une femme aux cheveux d'argent et aux yeux brillants. Je me sentais vraiment vivante, n'existant pas dans la peur, mais vivant dans la liberté et la valeur. À la station-service, un jeune homme a regardé et a souri. « Belle camionnette, madame. Vous conduisez vous-même ?» J'ai hoché la tête. Je conduis moi-même, je me présente moi-même, je fais le travail moi-même, et je fais mon propre bonheur. Il a ri et a levé le pouce. J'ai souri en retour et je suis repartie, légère comme l'air. Cette nuit-là, je me suis assise devant le miroir et j'ai pratiqué des respirations régulières. Chacune tirait encore un peu sur mon côté gauche où 2 côtes s'étaient cassées. J'ai toussé légèrement, j'ai entendu mon propre écho, et je n'ai ressenti aucune douleur aiguë. J'ai touché ma poitrine et j'ai souri à mon reflet. Les os sont ressoudés, ai-je chuchoté. Et le cœur guérit aussi. Isabelle est entrée avec une tisane au gingembre. Elle s'est assise et a demandé doucement, fatiguée aujourd'hui. J'ai secoué la tête. Non, juste reconnaissante. Parce que toutes les choses qui ressemblaient à des fins se sont avérées être des débuts. Elle a hoché la tête et m'a pris la main. Tu sais, Hélène, tu ne t'es pas seulement sauvée toi-même. Tu as aidé les autres à croire qu'ils ont encore une chance. J'ai souri et j'ai regardé par la fenêtre. Quelque part là dehors, le lever de soleil de demain attendait. Et pour la première fois de ma vie, je voulais m'avancer vers lui. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. La brise a soufflé. Légère comme un murmure. Claire, tu vois? Je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai su que chaque blessure, aussi profonde soit-elle, peut guérir. Quand le cœur s'autorise à s'ouvrir à la lumière. 1 an après le jour où j'ai signé les papiers pour vendre l'ancien terrain, ma vie à 71 ans a atteint une paix que je croyais autrefois être un luxe. La petite maison en bordure de ville est plus propre et plus confortable que jamais. Chaque matin, quand l'aube se déverse à travers les rideaux blancs et inonde le porche en bois fraîchement peint, je sirote une tasse de café noir et j'écoute les moineaux gazouiller sur le toit. Je me lève toujours tôt, comme toujours, seulement maintenant je n'ai plus l'impression de devoir me préparer à survivre. Je peux vivre au sens le plus vrai du terme. Isabelle passe encore régulièrement avec une tarte aux pommes ou un pot de confiture de fraises. Elle plaisante en disant que ma respiration a changé. Plus de lourdeur. Plus de pression. Je souris parce que c'est vrai. J'ai appris à laisser mon cœur être léger sans être superficiel, fort sans amertume. Léa est différente maintenant. Au cours de la dernière année, elle a terminé tous ses travaux d'intérêt général, a poursuivi une thérapie régulière et a commencé à travailler au centre de santé local, le même endroit que le Fonds Espoir Clair a autrefois soutenu. Chaque fois que je lui rends visite, elle me parle généralement des patients qui ont besoin d'aide et des aînés qu'elle rencontre chaque jour. Mes 2 petits-enfants, Lucie et Caleb, passent encore sur le porche tous les samedis après-midi. Ils trottinent dans le jardin,
m'aident à arroser les pots de lavande violette et finissent toujours par un goûter de biscuits au beurre d'Isabelle. Léa les amène, s'assoit un peu à l'écart, ne se mettant pas au centre du repas comme avant. Elle regarde juste tranquillement, souriant parfois les larmes aux yeux. Je comprends que c'est ainsi qu'elle réapprend sa place, juste ce qu'il faut. Ni trop près, ni trop loin. Quant à Gérard, il est sur le point d'être éligible à la libération conditionnelle. Maître Dubois me l'a dit de sa voix posée, vous pouvez voir votre fils si vous le souhaitez, mais je recommande des limites claires. Vous ne devez plus de sacrifice à personne. J'ai hoché la tête. Je sais que lorsque cette porte s'ouvrira, je ferai face à l'homme qui fut autrefois l'enfant que je tenais dans mes bras et aussi celui qui m'a bousculé et m'a cassé les côtes. Mais cette fois, je ne tremblerai pas. J'ai mes limites, non pas pour punir, mais pour protéger. J'ai écrit quelques courtes lignes dans mon carnet, si Gérard change vraiment, sa route peut encore mener vers la lumière. Mais pour la première rencontre, ce ne devrait être qu'une conversation dans un lieu public avec Maître Dubois ou un superviseur présent. J'écouterai, mais je n'oublierai pas. Les limites ne me rendent pas froide. Elles me permettent d'aimer sans me perdre. Un matin, en nettoyant un placard, j'ai de nouveau regardé l'ancien contrat de vente du terrain. Le chiffre de 200 000 € est toujours là, autrefois source de tant de douleur, maintenant fondation de tant de joie. J'ai ri toute seule. Il s'avère que l'argent n'est pas mauvais. Il a juste besoin d'être mis au bon endroit. Pas un seul euro n'a été utilisé pour acheter la paix juste pour moi. Mais chaque euro sauve la vie de quelqu'un que je ne rencontrerai peut-être jamais. À côté du contrat, se trouve le grand livre du Fonds Espoir Clair. J'ai fait exactement comme Maître Dubois l'a conseillé. Transparence, clarté, pas d'argent liquide, pas d'intermédiaire. Chaque décaissement est soigneusement consigné, le nom du patient, la date de paiement, le montant, la confirmation de l'hôpital. Isabelle dit que je pourrais engager de l'aide, mais je souris simplement. Ce travail garde mon esprit clair, et il me rappelle que la bonté n'a pas besoin d'être grandiose, juste constante. Vers le soir, je me suis assise dans le jardin et j'ai regardé l'orchidée près de la fenêtre. C'est la même orchidée où j'ai autrefois caché une minuscule caméra pour capturer la première preuve qui m'a sauvée. Maintenant, la caméra est cassée, la lumière rouge a disparu depuis longtemps. Seule la lumière du soleil se reflète sur les fins pétales. Je me suis dit doucement, plus besoin d'enregistrer. Ce qui devait être prouvé, je l'ai déjà prouvé. Si le passé est une fissure, le présent est la couture. Et je crois que les coutures, lorsqu'elles sont fusionnées avec la vérité et la compassion, peuvent être plus fortes que les parties intactes ne l'ont jamais été. Parfois, je reçois des lettres de remerciements de femmes que le Fonds a aidées. L'une a écrit « Je pensais que je mourrais en silence, mais maintenant je peux me faire soigner, et plus que ça, je sais que j'ai encore de la valeur. » Je lis chaque ligne la gorge serrée. C'est peut-être là le sens final de la liberté. Non pas être pardonné, mais transformer sa douleur en quelque chose qui aide les autres à continuer de vivre. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai publié sur la page du Fonds Espoir Clair. J'ai écrit « Il y a un an, je pensais que ma vie était finie après avoir été blessée par mon propre sang. Mais aujourd'hui, je comprends que dire non à son propre sang n'est pas de la cruauté. C'est la seule façon de garder son respect de soi. L'argent ne peut pas acheter la paix, mais placé dans les bonnes mains, il peut sauver des vies. Et les liens familiaux, lorsqu'ils sont établis dans des limites, peuvent encore renaître dans le respect. » J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai souri. Dehors sur le porche, la brise nocturne transportait le doux parfum de la lavande mêlé au chant lointain d'un coq saluant les premières heures. J'ai fermé mon carnet, j'ai éteint la lumière, et dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre, je me suis dit « L'aube de demain se lèvera, et moi aussi. » Et maintenant, si quelqu'un me demande ce que j'ai appris de tout cela, je répondrai par 3 mots. Respect de soi, liberté, parenté conditionnelle. Parce que personne ne peut vraiment aimer les autres sans d'abord apprendre à s'aimer soi-même. J'ai choisi le respect de soi et j'ai trouvé la liberté.